Reflet, épisode numéro 4, bonsoir ou bonjour, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir donc ce nouvel épisode de Reflet, qui est une espèce de laboratoire comme ça, avec entre amis, on revient sur certains films et on les questionne, et puis ça nous permet comme ça aussi de perpétuer un dialogue. Alors aujourd'hui, j'anime donc ce 4e épisode. Les 3 précédents, vous pouvez les retrouver bien évidemment sur la chaîne. Avec moi, Nicolas que vous connaissez parce il a encore une chaîne YouTube qui s'appelle Artopolis, mais Nicolas est aussi et surtout réalisateur. Et il est là aujourd'hui. Merci à toi. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah écoute, la forme. Juste en dessous de moi, il y a Béa. Béa qui a un podcast, enfin qui parmi les intervenants de ce podcast qui s'appelle Parlons Péloche et qui est aussi comédienne et qui est là. Et merci à toi, Béa. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci, ravie d'être là. Bon, the last but not the least, avec mon accent anglais, comme on dirait l'autre, Monsieur Thierry de Pinsant, qui est là aussi, journaliste, critique de cinéma, qui travaille entre autres pour le web design On se fait un ciné et qui est aussi correcteur pour ce site. Comment vas-tu, Thierry? Well, thank you so much, my dear. Voilà. Et puis, il Merci, manque ça va aussi, très bien. mais je t'en prie, il manque quelqu'un, mais on sait, bon, elle est là, même, elle est hors champ, c'est Camille qui est aussi critique de cinéma, en l'occurrence pour le site On se fait un ciné, qui n'est pas là aujourd'hui, mais on pense à elle et qui sera là, espérons-le, pour le cinquième épisode. Bon, alors, aujourd'hui, donc, on va parler de 4 films. The Killer, le dernier film de David Fincher qui est sorti directement sur Netflix le 10 novembre. Lune froide, qui est une ressortie, non, une reprise d'un film de Patrick Bouchité qui avait été réalisé en 1991 et qui est ressorti donc depuis le 15 novembre dans les salles. Et c'est une ressortie grâce à la boîte de distribution Malavida Film, c'était important de le nommer. Puis il y a Simple comme Sylvain, qui est le 3e long métrage de la cinéaste québécoise Monia Chokri, qu'on a connu surtout dans les premiers films de Xavier Dolan. Le film est sorti le 8 novembre. Et puis le 4e et dernier film, Sound of Freedom, un film qui a une espèce de réputation comme ça, très sulfureuse, qui ne devait pas sortir et qui finalement a été distribué dans les salles en France, qui est sorti le 15 novembre 23. Et bien sûr, on va y revenir. Et c'est un film réalisé par Alejandro Monteverde. Voilà. On va commencer d'emblée par le film qui est sorti le 8 novembre, c'est-à-dire Simple comme Sylvain. Donc réalisé par Monia Chokri. Comme je suis pas très bon pour raconter les histoires, donc j'aime bien utiliser les synopsis de dossiers de presse. Alors Simple comme Sylvain, Sophia jouée par Magali Lépine Blondeau, est professeure de philosophie à Montréal et vit en couple avec Xavier depuis 10 ans. Sylvain est charpentier dans les Laurentides et doit rénover leur maison de campagne. Quand Sophia rencontre Sylvain pour la première fois, c'est le coup de foudre. Les opposés s'attirent, mais cela peut-il durer? Voilà. Et pour cela, je vais vous montrer donc, et je le ferai aussi pour les autres films, une capture d'écran. Et puis on va essayer de parler comme ça, de voir un peu ce que ça peut dire aussi, et puis ensuite faire des digressions autour de ces images. Donc, la voici. Alors il y a deux images. Alors je la montre de nouveau, pour ceux qui n'auraient pas eu le temps, parmi ceux qui nous regardent, bien évidemment. Alors j'ai choisi ces 2 images parce que c'est ce qui m'avait frappé quand j'avais vu le film, c'est que le scénario enfin, c'est un film qui est une espèce de cercle, quoi. Le scénario a été dessiné en forme de cercle. Et, en même temps, et dans ces 2 images, il y a aussi, comme on voit dans les précédents films de Monia Chokri, une espèce de propension comme ça à travailler énormément le symbole dans ses films. Et là, on voit exactement ça, et dans cette première, et voire même la dernière image, c'est à peu près ça. La première image n'ouvre pas le film s'ouvre sur un dîner, d'ailleurs chez un couple d'amis, mais c'est pratiquement ça qui ouvre, on va dire, le générique du film. Et la dernière image, c'est pratiquement la fin du film. Et donc, il y a comme ça un travail sur un scénario qui est assez circulaire, mais aussi
des images où on sent comme ça oui, comme je disais, une manière de rassurer aussi parfois le spectateur en lui montrant d'une part ce que ça dit, ce que ça raconte, ensuite les gestes, les réactions des personnages, et parfois la mise en scène de Monia Chokri est très accentuée sur des symboles, des détails. Et j'ai parfois cette sensation que Monia n'a pas forcément confiance un peu en nous et surtout en sa mise en scène. Et c'est pour ça que je voulais montrer ces deux images pour ouvrir aussi une conversation sur donc ce scénario circulaire. Est-ce que pour vous c'est quelque chose d'ingénieux, et puis ce rapport pardon, au symbole, au détail? Qu'en pensez-vous? Par exemple, on peut commencer par Béa. Tiens. Alors moi, ça me dérange jamais vraiment ce genre d'artifice. Effectivement, on commence à une image, on termine par quasi la même. En fait, je trouve que c'est tellement l'histoire du film, en fait, je sais jamais, on spoil ici ou pas, ou pas du tout. Je t'en prie, vas-y. Non, mais en tout cas, voilà, elle a un point et finalement, à la fin, on pourrait dire qu'elle revient au point de départ, ce qui n'est pas tout à fait vrai parce qu'il s'est passé des choses aussi dans sa vie, mais du coup, en tout cas, moi, c'est pas un artifice qui me gêne. J'ai pas trouvé ça comme quelque chose de surligné. En tout cas, ça m'a pas dérangé. En tout cas. Et donc, par rapport à ça, est-ce que toi, tu peux peut-être continuer aussi toi, comment tu l'as ressenti, ce film, finalement? Ce film, bah, écoute, moi, alors c'est marrant parce que quand je suis sortie du cinéma, j'étais un peu énervée parce que j'aimais pas la fin, pas du tout. Juste parce que je pense que quand je vais au cinéma, j'aime bien qu'on ne me montre pas la réalité. Et en fait, il est extrêmement crédible, en fait, ce film. Et du coup, cette fin que je trouve pas une belle fin, finalement, c'est la réalité. Et je la trouve extrêmement défaitiste, en fait. Puisque on parle donc voilà, de deux classes donc deux personnes de deux classes différentes qui ont une aventure, et donc voilà, qui ne se termine pas bien. Et il y a un côté un peu fataliste et en même temps, c'est tellement vrai. Enfin, donc voilà, je suis sortie de là un peu agacée de ça. Et en même temps, c'est un film vraiment qui m'a beaucoup touchée parce que c'est rare les films qui parlent aussi bien du désir féminin. Donc, on sent que c'est un film de femme, en tout cas, ça c'est sûr. C'est une histoire qui est simple comme son titre, mais avec des persos vraiment très attachants. C'est drôle et amer en même temps, c'est touchant et triste, des choses qu'on retrouve assez régulièrement dans le cinéma québécois. Et c'est vraiment très facile, je trouve, de s'identifier. Et c'est beaucoup plus questionnant qu'il n'y paraît sur la fracture des classes, en fait. On pourrait croire, en fait, même quand on va raconter le film, que c'est vraiment, effectivement, c'est simple. C'est une histoire vraiment très simple. En même temps, ça dit tellement de choses sur notre société. C'est vraiment au-delà d'une simple rom-com. C'est vraiment un film sur la pression sociale, la pression des apparences, et c'est une comédie, et enfin voilà, qui m'a vraiment déprimée au final. Mais voilà, je trouve que du coup l'exercice est, en tout cas pour moi, bien réussi. J'étais dans la première partie du film à me dire oui, bon, histoire, enfin, quand est-ce que ça démarre et tout. Et en fait, au final, je me suis vraiment, mais grâce au perso, hein, où j'étais vraiment, je me suis tellement attachée au personnage que ouais, je me suis laissée embarquer finalement. Et encore une fois, beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. Voilà. Donc, l'exercice a été profitable, madame, Voilà. comme dirait l'autre. Mais je voudrais revenir sur deux, trois petites choses avant qu'on écoute nos camarades. Le film s'appelle Simple comme Sylvain. Le film questionne pendant un certain temps, un court instant, un couple. Et il est vrai que pendant tout le film, pratiquement, ce que l'on voit, ce qu'on
pense ressentir, c'est le point de vue d'elle. Mais le point de vue de lui, on ne le connaît pas. Non, c'est vrai. Ça va même encore plus loin. Pour une fois. Mais alors attends, non, mais tu vas voir, là où je veux en venir. Et puis peut-être aussi, si peut-être après Nico et Thierry, s'ils veulent rebondir là-dessus. Par exemple, je trouve que Monia Chokri, c'est la cinéaste du détail. Par exemple, il a toujours pratiquement la même chemise pendant tout le film. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui me frappe parce que, en fait, ce personnage n'existe pas pour moi dans ce film. Alors que le film, comment dire, nous donne à penser que pendant 1h50, on va regarder un couple. Et j'ai l'impression que ce que Monia essaye de nous raconter, au final, ça n'est pas ça. Comme si le contrat qu'elle a signé avec nous, finalement, elle le contredit. Moi, ça ne me gêne absolument pas que ça soit un point de vue féminin, comme ça ne me gênerait pas que ça soit qu'un point de vue masculin. Si le film, dès le départ, nous le dit que ça sera comme ça. Mais moi, j'ai l'impression, je termine, j'ai l'impression que c'est parce que j'ai cette sensation que Monia voulait raconter le couple, et puis progressivement, on ne voit que le point de vue féminin, et donc parce qu'il y a point de vue féminin, donc parce qu'il y a un seul point de vue, voilà, c'est là où je voulais en dire, pas que ça soit féminin ou masculin, peu importe, qu'il y ait un seul point de vue, eh bien, elle fait exactement ce qu'elle dénonce, ce qu'elle veut dénoncer dans le film, c'est la fracture sociale, le litisme, tout ça. Et c'est ça, moi, qui me gêne. En fait, ce qui me gêne, c'est qu'elle ne va pas au bout des intentions qu'elle voudrait nous faire comprendre. Bah, moi, je ne suis pas vraiment d'accord parce que, en fait, pour moi, dès le début, on sait que c'est son point de vue à elle, en fait. Donc, en fait, moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir été trompée sur la marchandise, en tout cas. C'est elle, c'est pour ça que je parle vraiment c'est un film sur le désir féminin, en fait. Et donc, plus qu'une histoire de couple, en fait. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Donc, moi, j'ai pas ressenti ça. Elle fait le film qui, pour moi, est annoncé dès le départ. Et quand tu parles de réel, tu disais, moi, j'aime pas finalement voir des choses. Tu disais, tu as dit, c'est crédible. En fait, c'est crédible dans le film, c'est que deux personnes issues d'un milieu social tellement différent, à un moment, ça peut pas marcher. Il y a un moment où ça va pas le faire. Et il y a tellement de films en fait où on nous montre ça et puis à la fin c'est la happy end, et voilà, parce que l'amour triomphe et peu importe les obstacles et tout, mais dans la vraie vie, je suppose que, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé d'être tout à coup dans un milieu où tu te dis oh là là, mais en fait je suis pas du tout à la hauteur, ou inversement des gens où tu te dis voilà, on passe les soirs ensemble mais on n'a vraiment rien à se dire parce qu'on n'a pas du tout les mêmes références, tout ça, et c'est pas qu'une question de culture, c'est vraiment, tu vois, un milieu social vraiment différent comme c'est le cas dans le film. Je pense que plein d'autres films américains peut-être auraient fait finir ça bien. Là, c'est crédible que non, ça peut pas marcher, quoi. Enfin, en tout cas, il y a ce côté fataliste auquel je crois et qui, du coup, c'est ça qui m'a déprimée, quoi. Je me suis dit, oui, c'est pas possible. Nico, qu'est-ce que tu en penses de tout ce que Béa vient de dire? Moi, juste pour revenir sur le film en tant que tel, avant d'aller plus loin, j'avais la même crainte que toi, Samir, au début, parce que effectivement, au-delà du fait que ça soit d'un point de vue féminin, c'est aussi d'un point de vue d'une certaine classe profondément détestable, la classe bourgeoise, qui méprise tout ce qu'elle voit et en fait objectivise tout ce qu'elle voit, parce qu'en fait, à la base, il y a une recherche de désir, effectivement, il y a aussi une forme de fantasme quasiment proche de d'objectifier ce qu'on voit. En fait, presque, c'est marrant parce que tu parles du fait, oui, qu'il a toujours la même chemise. C'est vrai que le personnage de Sylvain, il ressemble presque au Woodsman de Twin Peaks, quoi, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que le film, j'ai eu très peur au début parce que j'avais peur que le film tombe dans le mépris d'une certaine classe. Ce qui n'est pas le cas.
en fait, parce que le film a l'intelligence et pourquoi, vers sa fin, de contrebalancer ça avec le regard aussi de cette bourgeoisie qui est assez absurde en fait. Donc il y a l'absurdité des deux côtés. Et enfin, le fait d'objectifier les choses, c'est quelque chose qui est partout en fait, dans tous les regards. Tous les regards finalement, qu'ils soient bourgeois, qu'ils appartiennent à une classe plus pauvre, alors plus proche de la middle class. Moi, je pense qu'on est plus proche de la middle class concernant Sylvain. Et en fait, on voit qu'il y a une question de regard, ça c'est clair, parce que dans tous les cas, chaque représentation et c'est intéressant quand même que ça passe par le repas, par le repas, parce que c'est vrai que le repas, c'est toujours quelque chose où il y a tous les codes sociaux qui se confrontent. Et je pense notamment à un autre film, à La vie d'Adèle, pour la longue séquence des pâtes et la séquence chez les parents de Léa, où il y a une confrontation de regard, de point de vue, effectivement, et on voit que déjà la bouffe n'est pas la même, et on voit aussi que la culture n'est pas la même, et c'est intéressant. Là où en fait, je trouve que c'est un peu triste dans le film, c'est qu'il va pas assez loin lorsqu'il s'attaque à la bourgeoisie, et c'est presque une parenthèse à la fin, et c'est dommage. J'aurais aimé que le film aille plus loin, notamment surtout dans la question de la confiscation de la culture, parce que finalement, elle est prof de philo. Ses potes, ils sont intellectuels, etc. Ils sont vraiment ils lisent tout le temps, ils sont très et forcément, le pauvre, il est complotiste. Ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs, parce que en fait, si on regarde d'un certain côté, les bourgeois aussi sont complotistes, hein. Il y a qu'à voir la question du racisme en France, par exemple, qui appartient aussi à la classe bourgeoise, et qui joue sur le fameux complot des étrangers qui viennent nous envahir, etc., qui prennent nos places. Bon, ça n'appartient pas qu'à une seule classe. Ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça, d'ailleurs, parce que je pense que le racisme aussi, dans la classe bourgeoise, doit exister au Québec, et je trouve ça étonnant que ça ne soit pas si présent que ça dans le film. Alors peut-être que c'était pas le sujet, mais le film, en fait, a l'ambition à un moment, quand même, d'être dans une représentation globale des classes. Et va plus loin peut-être que la question du désir féminin, parce qu'effectivement, il y a la question du désir. Et c'est intéressant que tu aies mis les deux plans, parce qu'effectivement, on a les deux plans là, c'est une boucle. C'est une boucle qui part d'un fantasme, un fantasme qui est déconstruit pendant tout le film. Donc vraiment, on est dans une optique de déconstruction. Donc là, c'est là où le film est intéressant, parce qu'il a un regard sociologique, d'analyse structurelle, ce qu'un autre film n'aura pas tout à l'heure. Et donc, c'est là où le film joue plutôt bien sa carte, et je trouve qu'il est plutôt réussi. Là, je trouve qu'il est un peu moins réussi que Babysitting. Babysitting m'avait semblé plus réussi dans sa manière de jouer sur la... Babysitter, pardon. Ouais, Babysitting. C'est autre chose, Babysitting. C'est peut-être Philippe Lachaud, hein, Nico, mais quand même... Alors, il faut que j'avoue que j'aime bien Babysitting, mais voilà. Mais Babysitter était beaucoup plus intéressant dans sa manière de jouer notamment sur la première séquence où on voit les mecs en train de boire des bières avec le foot, machin. Bon, on est vraiment dans le cliché, hein. Après, c'est vrai que Mona Chokri, elle aime le cliché, ce qui est absolument pas un problème, parce que je trouve qu'elle arrive quand même à aller au-delà des clichés. Le seul truc que je reproche au film de Monia, c'est qu'elle va pas assez loin dans la confrontation des points de vue, même s'il y a une volonté quand même de mettre sur une même échelle des points de vue, ce que je trouve plus intelligent, parce que c'est un peu douloureux pendant une heure de se taper le point de vue bourgeois comme ça, avec un manque de recul, je trouve. Là où contrairement, on avait parlé d'un autre film qui faisait le portrait du regard bourgeois, qui était donc Francisca de Maneo de Oliveira. Je reviens sur ce film parce que ce qui était bien dans Francisca, c'est qu'il y avait une forme de recul qu'il n'y avait pas forcément dans 5 comme Sylvain, mais en même temps, parce que là c'est pas une critique, hein, c'est juste voilà, une comparaison, mais en même temps, le choix de Monia Chokri est logique, parce que c'est le portrait d'une femme. Et donc... Mais quand tu dis elle ne va pas, c'est regrettable qu'à un moment, le film ne va pas aussi loin.
le film ne va pas aussi loin. Est-ce que c'est parce qu'à un moment, le film ne sait pas où est-ce qu'il va? Est-ce que c'est un film finalement sur simplement quelqu'un, une femme qui questionne son désir, et une cinéaste qui regarde ce désir en train de se développer ou s'épanouir ou pas? En fait, est-ce que c'est un film sur comment filmer ce désir qui monte, ce désir incertain? Ou est-ce que c'est un film qui va filmer, pour le coup, les étapes d'un couple? Ou est-ce que tout simplement la cinéaste Monia Chokri, à un moment, ne sait pas voir les autres, ne sait pas voir ceux qui sont un peu toujours dans le hors-champ? Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de questions que le film, à un moment, ne va pas vraiment aussi loin que toi tu l'espérais? C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est bien que tu parles du hors-champ parce que c'est vrai que le film part d'un hors-champ à la base, puisque en fait, il y a ce couple qu'elle regarde par la fenêtre de la voiture en train de s'embrasser dans le fameux plan, le premier plan. Donc, il y a un fantasme, il y a une envie de sortir. On est presque dans un film de Buñuel à un certain moment. Et, en fait, ce qui est un peu regrettable, c'est effectivement ça, c'est que il y a une volonté d'aller vers leur champ, mais en même temps, elle n'y va pas à fond parce que la scène de repas, par exemple, chez la mère, c'est presque une parenthèse, alors qu'il y avait moyen d'aller plus loin. Euh, je trouve ça étonnant. Il y a un truc C'est la mère de de Sylvain. Sylvain. Ouais. Il y a une séquence assez intéressante où on voit la cousine qui est botoxée, etc. Là, j'avais une interrogation parce que là, il y avait une interrogation de ma part. Je ne sais pas comment elle regardait cette femme, elle, en tant que cinéaste, à ce moment-là. Je me demandais pourquoi elle insiste autant sur ce personnage-là, qui est tout botoxé, qui a presque un côté consanguin. Pourquoi est-ce qu'elle le fait comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle le fait avec cette manière de faire? Et le problème, c'est que c'est qu'une parenthèse. Le film, effectivement, a des envies très globales, mais comme Babysitter, hein, Babysitter avait des envies très globales et je trouve réussissait très bien parce que peut-être que le film allait plus dans des ambitions lyriques et peut-être que le lyrisme permettait d'oublier les défauts, en fait, les limites de l'exercice du regard. Là où elle tente d'être plus ancrée dans le concret, dans le réel. Et quand je parle de réel, c'est vraiment la manière dont elle brosse ce couple, en fait, même si elle part euh, dans des archétypes, hein, évidemment. Mais je trouve que elle a vraiment une envie d'aller plus loin, mais elle prend pas assez de temps pour creuser les choses. Alors il y a des ambitions de regard sociologique, hein, anthropologie, quoi. Il y a presque un truc anthropologique à certains moments. Mais le film, malheureusement, revient sur le postulat de base, qui est la question de l'amour et du désir. Et c'est dommage, parce que ça aurait été bien d'aller un peu plus loin. Encore une fois, c'est très rare d'avoir un traitement de ce type. Hein. Enfin, voilà. Non, mais ça, je suis d'accord. Quand tu dis, et après Thierry, tu prends la parole, mais évidemment, mais parce que ça fait 2-3 fois que tu le dis, Béa, c'est très rare. C'est vraiment très rare dans l'histoire du cinéma. J'ai pas l'impression que c'est pas rare. vrai, parce qu'il y a Eddie Chatterley, quand même. De Pascal Ferrand. Voilà, vous allez peut-être me citer 2 exemples, mais globalement, c'est quand même, ça reste assez rare que le point de vue féminin, avec un désir assumé de femme et tout, soit aussi bien traité. Enfin, ça, c'est subjectif. Parce que souvent, c'est plus aussi bien traité. C'est subjectif pour le coup. Parce que le désir féminin qui est de cette manière, c'est subjectif parce que je suis une femme et que c'est quelque chose que effectivement que moi je ressens. Donc oui, c'est subjectif effectivement. Mais je pense vraiment pas que vous pouvez. Effectivement, vous allez me citer des exemples. J'en ai d'autres aussi certainement, mais voilà, il va pas sur toute la filmographie. Je pense que le désir féminin, encore une fois, exprimé, assumé comme ça et filmé comme ça, c'est assez rare quand même. Voilà. Mais... En tout cas, ce qui est assez rare, et elle le dit, il paraîtrait qu'il n'y a pas énormément de films d'amour
au Québec. C'est ce qu'elle disait. Ah ouais? Et qu'elle avait envie de faire un film. Voilà, ça m'avait bien surpris. Thierry. Ah, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Là, on me refile une patate très très chaude. C'est assez marrant. Enfin, j'ai l'impression quand même que malgré tout, enfin, plus pour ce que disait Nicolas, qu'on exige un peu de Monia Chokri quelque chose qu'elle a peut-être pas forcément envie de faire. Dire que c'est dommage, elle aurait pu creuser ci, elle aurait pu creuser ça. Est-ce qu'elle a vraiment envie de le faire? Est-ce que c'est vraiment son intention? Je pense pas. Pour moi, Monia Chokri, dans ce film, fait ce qu'elle fait depuis le début de sa filmographie, c'est-à-dire qu'elle creuse des archétypes et elle creuse son cinéma de l'exagération. C'est un cinéma fantasmé, le cinéma de Monia Chokri. Et tu parlais, Samir, au début, de ce côté, le travail sur le symbole. Je dirais que moi, effectivement, c'est quelque chose qui ne me dérange pas parce que Monia Chokri est une réalisatrice définitivement formaliste qui s'attache énormément à ces aspects formels et qui aime les creuser. Moi, c'est ce qui me procure une sorte de fascination. C'est vrai que le moment où elle veut te présenter un personnage qu'elle aime bien et qu'elle te dit c'est sur elle que je vais centrer mon attention, elle te fait un espèce de zoom qui, chez beaucoup de cinéastes, on pourra en reparler, et ça se trouve la semaine prochaine, sur quelqu'un d'autre, je te dirais qu'est-ce que c'est vulgaire ce zoom, mais je sais pas, avec Monia Chokri, sur moi, ça marche. En tout cas. Et là, cette façon de jouer d'une exagération de sa mise en scène, pour jouer aussi d'un côté pulp, d'un côté pop, c'est très pop, en fait, je trouve, le cinéma de Monia Chokri. Là, sur un sujet peut-être un petit peu plus, qu'elle va traiter de manière un peu plus grave que ce qu'elle a fait, par exemple, comme le disait Nicolas, sur Babysitter, ou même si elle traite d'un sujet, au final, où elle va te mettre une dose de gravité en plein milieu de son film, elle garde cet aspect léger parce qu'elle garde ça à étal d'une jeune femme qui observe le monde avec un espèce de cynisme et de recul que les gens autour d'elle n'arrivent même pas à percevoir, ce qui fait que le film arrive à rester léger. Là, c'est un peu différent. Et moi, ce qui va m'intéresser là-dessus, c'est ce qu'elle essaie de raconter pour moi. Donc oui, effectivement, le côté cyclique, on y revient. Et ce côté cyclique se présente, il y a un mot qui a été utilisé tout à l'heure, mais ce qui n'est pas dans ce cadre-là, c'était la parenthèse. L'histoire d'amour que Monia Chokri nous raconte est une parenthèse. C'est aussi pour ça qu'à la fois, il y a une fin qui, du coup, comme le disait Béa, peut être vue comme très abrupte. En fait, je trouve que la fin, à la fois, elle dit quelque chose de très positif et quelque chose de très triste à la fois. Elle dit, si vous vivez une parenthèse comme ça, vivez-la à fond. Soyez au même de vos émotions. Par contre, elle te rappelle que c'est une parenthèse. Et c'est ça qui est horrible, cette espèce de truc ce moment-là, de toute façon, même si tu restes avec ce mec-là, l'intensité, elle finira par se perdre. Donc, tant que c'est intense, tu dois le vivre. Ce qui est... on parlait tout à l'heure de la comparaison avec le cinéma américain, c'est ça qui m'a un petit peu interpellé. Effectivement, dans une comédie romantique à l'américaine, on aurait eu les classes sociales qui se rapprochent, ils apprennent à vivre ensemble, ils arrivent à s'accepter. Dans un film comme ça, tu sais pertinemment qu'il n'y a que deux solutions. Soit, effectivement, ce que nous voyons, le couple s'arrête parce que ces mondes qui s'entrechoquent ne peuvent que s'entrechoquer, soit ces deux personnes décident de s'enfuir, de s'affranchir de leur monde respectif et de vivre en autarcie totale. Dans les deux cas, c'est pas forcément excessivement positif sur ce que ça dit de notre monde. Et ça en vient du coup à ce que disait Nicolas. Et moi, par exemple, pourquoi on ne montre pas le racisme dans la classe bourgeoise et pourquoi on ne montre pas certaines choses. Pour moi, alors, c'est peut-être pas forcément l'intention la plus louable de sa part, mais ça suit une espèce de logique, cette logique d'exagération. Elle a envie, pour moi, de jouer sur le côté, les bourgeois sont principalement des espèces d'intellectuels qui se la pètent et qui regardent les autres de haut, donc je vais surexagérer ce trait-là. Et la vision contraire qu'on va avoir dans le stéréotype contraire, donc l'entourage de Sylvain, c'est les gros beaufs qui se laissent totalement avoir partout, donc je vais surexagérer ce trait-là. Effectivement, elle se refuse, et c'est peut-être répréhensible. Moi, ça m'a pas déplu dans le sens où je trouve qu'elle s'y refuse des deux côtés, donc elle ne prend pas forcément parti. Elle se refuse à apporter de la nuance. Voilà, les deux mondes qu'elle nous montre sont assez détestables. Alors, on peut être touché par l'un, touché par l'autre, mais en tout cas, c'est vrai que ça reste des choses qui sont, de toute façon, dans les deux cas, l'une ne pourra pas se sentir à l'aise dans un milieu et l'autre non plus. Donc, je me dis, en soi, vu qu'elle veut jouer sur la gêne, elle joue peut-être aussi de ce côté, voilà comment le personnage le perçoit, mais ils ne sont pas comme ça, mais c'est elle qui ne peut les voir que comme ça parce qu'elle ne les a vus qu'une fois autour de repas et que tout ce qu'elle s'imaginait d'eux lui ressort à la gueule. Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vu. Et c'est pour ça qu'après, elle a choisi du coup, de ne pas réaffronter ce monde-là une seconde fois, parce qu'elle considère que ça ne lui convient pas. Alors, est-ce qu'au final, elle écoute ce qu'elle est vraiment? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est à elle de le déterminer. Mais le cinéma se fait dans cette espèce d'entrechoc. Et en fait, plus ça avance et plus on rencontre des personnages autour de ça, et on voit que les barrières se dessinent, plus justement la parenthèse devient de plus en plus vive et ça devient des crochets, quoi.
crochets dont il est temps de s'extirper. Voilà. Enfin, du coup, c'est pour ça que je trouve que le film est, au final, malgré son caractère à triple, comme je le disais, il est sur des espèces de rails qui sont très définis. Et que l'on peut sentir venir, ne serait-ce que par la rencontre en fait entre Sylvain Sylvain justement et le personnage que je vais quand même citer parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, Sylvain de Sophia, voilà. Donc Sylvain Tanguay et cette chère Sophia, voilà, ça se passe quand même dans une baraque, elle est toute seule avec lui, tout à coup, ça devient bestial, quoi. Donc le côté abrupt de la chose, tu te dis, ça ne peut terminer que dans un côté abrupt. Si ça s'arrête, ça va s'arrêter de manière extrêmement nette. Là où, au final, la rupture qu'elle fait avec le compagnon qu'elle avait à ce moment-là, moi, je considère d'ailleurs même pas ça, au final, comme une forme d'adultère, parce qu'on voit clairement qu'elle est déjà dans une relation terminée. Mais ça se fait d'une manière extrêmement douce, donc ça me semble logique aussi qu'elle revienne vers quelque chose avec douceur, et qu'elle quitte ce qui est arrivé avec violence par la violence, d'une certaine façon. Donc, Simple comme Sylvain, c'est le 3e film de Monia Chokri. Il est sorti le 8 novembre et c'est très bien qu'il y ait comme ça des contradictions, en tout cas pour ce film. C'est à vous maintenant de le voir et vous pouvez aussi, dans les commentaires, nous donner votre avis. Ça, c'est assez important. On passe au second film, The Killer. Le Killer, c'est le 12e long métrage du cinéaste américain David Fincher. The Killer est adapté d'une série de bandes dessinées, donc Le Tueur de Matt et de Luc Jacamon, et il a été distribué en tout cas sur Netflix le 10 novembre 2023. Et l'histoire, elle est très très simple. Après un désastre évité de justesse, un tueur se bat contre ses employeurs et lui-même dans une mission punitive à travers le monde qui n'a soi-disant rien de personnel. Le film est interprété par donc le killer, c'est Michael Fassbinder, il y a Tilda Swinton, Harris Howard, etc., etc., etc. Bon, je vais vous montrer donc l'image et juste après, ce sera Nicolas qui va ouvrir le bal parce qu'il a dit quelque part. Il faut savoir que bien évidemment, on essaie de préparer l'émission comme on peut. On a comme ça un petit compte où on discute de temps en temps et il a dit quelque chose qui m'a interpellé, qui a interpellé aussi Thierry, qui l'a fait savoir, mais je pense qu'il ne le fera pas de cette manière aujourd'hui. Il va le faire sur un ton plus cavalier, moins, je ne sais pas, on verra. Mais voici l'image en question. Je vais la remontrer parce que le comique de répétition, c'est mon dada, comme dirait Omar Sharif. Alors. Bon. Et tu disais, hors caméra, hors plateau, tout ce que tu as dit, ça représente la filmographie c'est toute la filmographie de David Fincher. Et là, j'ai envie de te dire, Nicolas, pourquoi? Ou pourquoi pas? À toi. Bon, déjà, pour contextualiser, David Fincher, c'est un cinéaste que j'ai adoré adolescent. Et malheureusement, il s'avère qu'il y a toujours des cinéastes qui nous quittent après l'adolescence, et il s'avère que David Fincher est ripé, et derrière moi, dans un petit cimetière, quoi. Carrément. C'est un cinéaste que j'aime bien. Il y a quelques films que j'aime toujours de David Fincher, notamment Alien 3, notamment lui, je considère comme étant Il ne le sera pas meilleur. spécialement d'accord avec toi sur ce Je peux coup-là. quand même expliquer pourquoi je viens d'avoir un rire moqueur. C'est quand même le film qui lui a donné envie de ne plus faire ce qu'il a fait avec ce film. Je veux dire, Eh ben, il faut croire que justement, il aurait peut-être dû faire autre chose. Mais sinon, moi, j'aime bien quand même. Alors, il y avait une époque où j'aimais beaucoup The Game. J'ai un peu peur de le revoir. Et j'aime surtout, il y a 2 films que j'aime beaucoup de lui. C'est le film sur Facebook là. The Social Network. Voilà. The Social Network. Et son film sur le tueur du Zodiac, qui est formidable. Après le reste, si il y a quand même Millennium que j'ai vu récemment, qui même si il représente à la fois ce que je n'aime pas et ce que j'aime beaucoup, est un film que j'aime bien. Mais sinon voilà, c'est un cinéaste qui ne compte pas pour moi en fait, tout simplement. Hein. C'est un cinéaste qui ne m'intéresse pas parce que c'est un cinéaste obsédé par la perfection, par la grandeur, et moi je n'aime pas ça. Tout simplement, je n'aime pas ça. Et je crois que le plan que tu as montré de The Killer est la quintessence des problèmes de la filmographie de David Fincher, c'est-à-dire que
le début à Paris, les fameux plans où... parce que David Fincher, maintenant, depuis qu'il a découvert... Enfin, non, ça fait depuis le début qu'il a découvert ça, mais les effets spéciaux numériques, il s'amuse toujours à faire des rajouts discrets qui, à mes yeux, ne servent pas à grand-chose. Après là, pour le coup, c'est point de vue cinéaste qui parle. Donc, c'est plus que personnel et ça va au-delà du cinéphile, enfin de celui qui aime le cinéma. Mais au début de The Killer, on nous fait croire que c'est tourné à Paris. Alors, c'est tourné à Paris. Mais par exemple, les plans par la fenêtre, c'est des rajouts numériques parce que David Fincher, il pense qu'il veut absolument que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Donc, l'image n'a plus aucune ça, nature. ça tu le dénigres parce que tu le sais ou parce qu'on te l'a dit? Parce que ça se voit Enfin, énormément. Parce que ça ah se ouais, voit ok. énormément. Pas que ça se Et il voit. s'avère que ça a été confirmé parce qu'il y a une vidéo après qui le montre. Mais moi, je vois très bien ces trucs-là parce que c'est vrai que les plans dégagent une espèce de froideur, presque, on dirait presque d'être en face de trucs, construits en papier carton, etc. Et alors, l'artificialité chez Fincher, c'est quelque chose que j'aime bien. Et parfois, ça ne marche pas. Et là, dans The Killer, ça ne marche pas du tout parce que tout le film est rempli de papier glacé parce qu'il a aussi envie d'être lié à l'espace mental de son personnage principal qui est le tueur. Mais à la rigueur, ce dont je parle, c'est le minimum de ce que je peux reprocher moi personnellement au film. Ce qui m'a plus gêné, c'est que David Fincher, et là je m'y attendais pas, c'est David Fincher qui se prend pour Bresson, quoi. Et là, c'est bon. Alors, J'ai dit, David, arrête. il faudrait un peu plus développer par rapport à ça, Oui, parce que bon, il y a certaines et certains qui ne connaissent peut-être pas forcément le cinéma mais de Robert Bresson. je vais Et ça expliquer serait pourquoi. intéressant que tu développes. Chez Bresson, le cinéma de Bresson est un cinéma qui est fait à partir d'un cinéma qui en tout cas essaye de minimiser un maximum les émotions théâtrales. Donc il va vers le naturel, le jeu naturel, le jeu en tout cas qui serait le plus épuré possible, avec souvent des monologues intérieurs. Je pense notamment à Pickpocket, où en fait, qui est comme si le personnage tenait un journal intime. Il y a un journal intime dans Pickpocket, où souvent c'est des dialogues à rallonge, mais très épurés. Il y a pas, comme si c'était récité par des robots en fait. Et ça marche très bien chez Bresson parce que ça crée une espèce d'émotion assez difficile à saisir, mais qui est très belle. Et en fait, dans The Killer, David Fincher fait la même chose avec le personnage du tueur, parce que le personnage du tueur parle tout le temps. Tout le temps. Il parle tout le temps, il dit tout le temps ce qu'il pense, il dit tout le temps ce qu'il fait, alors qu'on voit ce qu'il fait. Alors il y a des cinéastes qui font ça aussi, qui le font mieux, je trouve. Et moi, dès l'instant où le tueur ouvre sa gueule, moi, j'y croyais pas du tout, quoi. J'étais vraiment. En fait, je voyais, encore une fois, et ça, c'est encore un défaut du cinéma de Fincher, l'artificialité. L'artificialité qui ressort. Alors, je sais, je pense que c'est voulu, hein. Je pense que c'est voulu, mais ça ne marche pas chez moi parce que c'est pas du tout quelque chose qui me touche, qui m'intéresse. Ça pouvait m'intéresser à une époque dans d'autres films de Fincher, mais là, je trouve en plus, je trouve qu'il s'auto-parodie un peu, enfin, qu'il est dans une espèce comme une sorte de melting pot de tout ce qu'il a pu faire avant. Et puis voilà, c'est pas un. Par contre, ça m'aurait intrigué ce qu'aurait pu faire Cronenberg d'un film pareil. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense à un film, History of Violence, qui n'en est pas très loin de ce film-là, en fait. Alors, j'aimerais entendre d'abord Thierry et ensuite Béa, et après rebondir sur ce que vous dites, et puis bien évidemment, voir s'il y a parce que je pense qu'il commence à y avoir un rapport avec le merde de Fassbinder. Donc, Thierry, je t'en prie. Oui, alors déjà juste pour revenir sur le film, et c'est assez marrant parce que ce que vient de dire Nicolas m'a fait penser à beaucoup de choses. Des choses que j'aurais peut-être pas forcément dites avant, mais qui... alors, je vais pas dire qu'elles me semblent plus claires, parce que ça veut pas dire que tout à coup j'ai un éclair de génie sur le film, c'est pas le cas, mais ça me fait questionner sur des choses qui étaient bien là, que j'avais évoquées au sortir du film, mais sans grande passion.
le visionnage du film ne m'a pas attiré grande passion. J'ai passé un moment tout à fait appréciable. Je l'ai vu avec un ami. On est sorti de là en disant bon, très bien, un moment passé agréable. Est-ce que c'est le moment qu'on a passé plutôt devant certains autres films de Fincher auxquels Nicolas a cité Zodiac. Je mets aussi le gros pavé dans la mare. J'adore Zodiac. Je suis très friand de Benjamin Button aussi. J'ai grandi avec Seven, qui était un des premiers films de ce genre-là que j'avais vu à sa sortie. Donc, très jeune, donc très facilement choquable, on va dire. Donc forcément, ça fonctionne. Mais oui, voilà, c'est pas, on n'en est plus à ce point-là. Peut-être parce qu'effectivement, alors c'est pas un cinéaste du passé pour moi. Tant un film de Fincher, c'est peut-être pas l'événement, mais c'est un film que j'ai envie de voir déjà clairement. Mais voilà, c'était peut-être pas, voilà, j'avais plus cette espèce de sentiment du wow, quand même, je vais voir un truc assez fort. Et à la fois, il y a quelque chose qui me semblait très étrange. J'ai pensé à un autre film qui est un film de Robert Altman qui s'appelle The Long Goodbye, qui est donc Le Privé, où, alors je sais pas si, enfin, pour ceux qui ont vu ce film, on raconte l'histoire d'un détective privé qui suit donc sa trace. Et si on ne sait pas le ton du film, on se fait avoir comme des idiots. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu Le Privé, pendant 1 heure, je me disais quand même, c'est extrêmement sérieux tout ça. Et puis à un moment, il y a un truc qui m'a fait rire dans le film, et j'ai réalisé que depuis le début, j'étais dans une parodie. Mais une parodie suffisamment subtile pour que ça parvienne à se masquer derrière un truc qui peut te dire non, le film pourrait être très sérieux en fait. Et je vois qu'en fait, voilà, Altman m'a bien manipulé, c'est bien moqué de moi, et après j'ai revu le film en me disant putain, c'est quand même génial tout ce qui se passe dans ce film. Et là, j'ai pensé à ça, alors pas dans le sens où je pense que Fincher est en train de faire une forme de parodie ou un film humoristique, pas forcément, mais dans le sens où il nous montre quand même un mec qui foire absolument tout ce qu'il fait. Enfin, je veux dire, le point de départ, c'est ce tueur qui prétend, parce qu'on a toute sa voix off, donc il nous explique à quel point il est carré, à quel point il est millimétré, tout ce qu'il ne doit pas faire, la manière dont il doit dormir, dont il doit vivre, dont il doit se mettre dans la peau de froideur pour pouvoir atteindre ses cibles. Et il se foire, alors que tout nous prédisposait à comprendre qu'il va y arriver. Et le côté oui, je dois prendre ma respiration, on voit qu'il ne le fait pas, pof, il se rate. Et à chaque fois qu'il prétend quelque chose, dans le alors attention, pour faire cette affaire-là, je dois faire ça, je ne dois pas me laisser avoir par la pitié, je ne dois pas me laisser avoir par ça. Et il le fait à chaque fois, en fait. Et du coup, j'ai eu l'impression de. Parce que le truc qui m'a interpellé dans ce qu'a dit Nicolas, c'est que Fincher est constamment à la recherche de la perfection. Et c'est vrai, dans son cinéma, il a jusqu'au grain de l'image, où des fois ça va peut-être un petit peu trop loin. Il y a un côté arrête de lécher ton cadre, tu peux faire un film très bien sans que tu aies l'air d'un maniaque. Tu vois. Il a l'air des fois aussi maniaque que certains des personnages qu'il met en scène. Et là, j'étais là en me disant, mais est-ce qu'il n'est pas en train de répondre à ça justement? Est-ce qu'il n'est pas en train de montrer une personne qui, par cette envie de faire tout de la manière la plus parfaite possible, n'arrive à rien? Voilà, rate absolument tout ce qu'il entreprend, jusqu'à perdre ses proches, jusqu'à voilà. Ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit peut-être qu'il y a une forme de réflexion sur Fincher et son propre perfectionnisme en disant en fait ça n'amène qu'à une forme de débâcle. Voilà, c'est la réflexion que m'a faite le film. Après, au-delà de ça, il y a aussi tout un rapport au numérique. Donc déjà, enfin, pas forcément dans l'image, mais au numérique dans le sens l'invasion de la technologie et la manière dont elle va légiférer sur absolument tout ce qui se passe. On sent que au final, les personnages sont à la merci d'un espèce de grand algorithme qui leur donne des cibles sur lesquelles ils ne savent pas grand-chose, puisqu'ils doivent remonter presque par des lignes de code, en fait, comme si il allait dans un code source. Ça, c'est assez intéressant. Et le fait que pour pouvoir avancer, il est obligé de s'en référer toujours à un outil technologique de maintenant. Ce qui m'a impressionné, c'est que le film est vraiment extrêmement actuel sur ce point-là. On s'était fait la réflexion pendant le film, le passage par exemple, où il est obligé d'acheter un objet sur Amazon et d'aller le chercher dans un coin locker juste à côté parce que le truc est livré quasi dans la minute. Il nous montre ce monde qui va vite, ce monde où on ne peut plus réfléchir, on ne peut plus agir et où du coup un personnage comme ça qui a besoin d'être mimétique et qui a besoin d'être posé ne peut plus avancer et se fait avoir par la machine en fait. Voilà, du coup j'ai quand même l'impression au final que d'un film qui m'a semblé, je dirais pas vain, mais un peu anecdotique, se cache peut-être beaucoup plus de richesse que ce qu'on veut en dire. Et donc du coup, merci Nico de m'y avoir fait penser, parce que ça m'a fait partir dans une dérive totale, mais voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je peux en dire. J'imagine qu'après, Samir, avec les questions que tu nous poseras, peut-être que je serai plus précis, mais voilà, Ce sera ça pas m'a forcément évoqué. une question, mais c'est juste un rebond. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Béa, de ce film? Alors, moi, Fincher, c'est plutôt un cinéaste que j'ai aimé, j'imagine comme beaucoup de gens quand même, effectivement, un peu comme Thierry, Seven, Zodiac, j'adore, The Social Network, The Game, que
Willy qui a un peu vieilli, mais Nico, tu peux le revoir, je pense. Voilà, le pitch est sympa quand même. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a un David Fincher, je m'y intéresse. Et ça fait quand même quelques fois que maintenant que je suis quand même déçue. Et là, vraiment, j'ai été vraiment déçue, enfin globalement déçue par le rythme, hyper dérangée par la voix off, vraiment présente, inutile, elle sursouligne les choses. Ça m'a insupportée, mais vraiment, hein, ça m'a tout de suite, ça m'a heurté tout de suite. Et pour le coup, moi, c'est Fassbinder. Je crois que, en fait, je suis de moins en moins. J'ai pas été bluffée parce que j'avais lu beaucoup de choses sur son personnage dans ce film, tout ça, mais j'ai pas été bluffée. Et en fait, ça m'arrive de plus en plus souvent de pas être bluffée par ses persos. Donc je me dis ça y est, je commence à être en désamour avec lui aussi. Et puis, alors j'ai pas lu la BD. Mais parce que j'étais quand même très déçue par le scénario, par le découpage en chapitres, pareil, je trouve en fait, j'ai trouvé tout très lourd en fait, sans finesse, et j'ai suivi tout ça sans entrain. Alors, moi, j'ai pas vu tous ces aspects numériques, parce que j'ai plutôt trouvé que c'était une belle photographie, très quali, mais alors c'est tellement une ambiance Netflix dans les couleurs bleu-vert. Je sais pas, j'ai trouvé ça tout trop mécanique. La thématique dont vous parliez là, voilà, oui, ok, il y a un grain de sable dans son quotidien qui fait tout basculer, qui lui donne une crise d'identité, mais en vrai, j'ai trouvé ça trop linéaire et puis surtout extrêmement sérieux, quoi. En fait, c'est ça. Fincher, maintenant, je trouve ça trop sérieux dans le sens. Mais quand je dis sérieux, c'est dans le sens un peu qui se la pète, quoi. Et ça m'a. Globalement, dans tout ce film, je me suis dit. Enfin, non, ça m'a. J'ai pas trop aimé. Je sais pas si ça s'est vu, mais je n'ai pas trop aimé ce film. Et déçue parce que je l'attendais quand même. Mais ce moment où il rate sa cible parce que le plan en lui-même bouge, parce que le cadre bouge, parce qu'il n'a pas su maîtriser réellement en amont ce qui allait se passer dans le plan, et il lâche ce mot, ce merde. Est-ce que, comme le disait un peu Thierry et un tout petit peu Nicolas, est-ce qu'il y a cette idée de chez Fincher, finalement, d'aller à contre-courant de tout ce que l'on sait sur lui? Et ce mot qu'il lâche comme ça, c'est une manière aussi finalement de... Est-ce que c'est pas ce que toi, tu as envie? Comment? Pardon? Est-ce que c'est pas ce dont toi, tu as envie? Envie de quoi? Non, mais je veux dire, de voir ça, je pense que... Non, c'est pas alors, je sais pas si toi, t'aimes Fincher à la base, mais... Non, c'est pas une question d'aimer ou pas Fincher, et c'est pas une question de vouloir. Non, je veux rien d'un film. Le film, il est comme ça. Je le prends comme il est. Le film, je ne veux rien. Je n'attends rien. Enfin, je ne demande jamais quoi que ce soit à un film. Il est comme ça et peu importe. Mais je me pose cette question parce qu'ayant vu tous ces films, il est vrai que ce film-là, en l'occurrence, cette mise en scène-là, elle est tellement, elle est très particulière parce qu'on a cette sensation que on parlait de parenthèse pour le film de Monia Chokri. J'ai l'impression que c'est une petite parenthèse comme ça, où finalement Fincher est un peu trop cynique parce que finalement il joue avec ce que nous savons déjà de lui, de son cinéma. Un cinéma qui a beaucoup évolué. Quand on regarde Seven et qu'on voit Zodiac, il y a des choses qui sont discutables. Et j'ai cette impression que, en fait, voilà, Fassbinder, et il y a aussi ce travail sur la voix off. Tu as dit quelque chose, Nico. Tu disais, c'est extrêmement bavard. C'est bavard, mais c'est une voix off qui est bavarde. Alors que c'est vrai que les films de Fincher sont très bavards parce que déjà on les entend parler. Et le film de Social Network, c'est exactement ça. Et voilà, j'ai l'impression que Fincher joue avec ce que nous savons déjà de lui et que c'est un film qui marche là-dessus. Et c'est pour ça aussi peut-être que ce film a dégagé beaucoup, beaucoup de déceptions, un peu à droite, un peu à gauche, comme ça. Et aussi, et là pour le coup, je trouve ça
là, pour le coup, ça m'intéresse. Ça fonctionne plutôt en moi. Autant dans Fight Club, il y avait comme ça cette idée de vouloir braver, contredire le capitalisme. Mais quand on regarde bien ce film, c'est un film bourgeois et capitaliste. Et là, pour le coup, avec celui-ci, il y a plus de... C'est frontal. C'est frontal. C'est-à-dire que finalement, ce film se termine sur quelque chose de l'ordre du capitalisme. C'est un film, le personnage est capitaliste. Et il est aussi, et j'aime bien ce rapport au cynisme de chez Fincher qu'on lui a beaucoup reproché dans certains de ses films. Et donc, c'est pour ça que moi, je l'ai pris vraiment comme une parenthèse, pour le coup, désenchanté, comme disait l'autre. Et ce mot merde, comme ça, qui est balancé. Et je suis d'accord avec toi, Thierry, quand tu dis qu'il foire à peu près tout. Il nous parle d'un concept, mais en fait, ce qu'il nous dit, Fincher s'amuse à le contredire constamment, et déjà dans l'image, le fait qu'il rate sa cible, parce qu'il y a un rapport à l'image qui est très forte, et aussi dans ses gestes. Après, je ne sais pas si trop de cynisme, parfois, peut tuer aussi un film. Donc, je ne sais pas. Je suis un peu dubitatif par rapport à Fincher. C'est pour ça que je voulais vous montrer cette image-là. Mais c'est vrai que ce qui est assez intéressant, et là où, alors c'est pas forcément une contradiction, mais en tout cas c'est un faux miroir. C'est que là où, alors après, est-ce qu'il fallait le faire comme ça, je n'en sais rien. J'ai pas la réponse, je ne suis pas David Fincher. Mais on voit donc effectivement un personnage qui se met à boiter. Du coup, c'est vrai que la voix off, à partir de là, même le tenant, moi ça me semble assez logique. Il annonce des choses et il se rate parce qu'en fait, je pense qu'il se les répète pour se dire, ok, tu t'es raté une fois, maintenant tu te reconcentres, tu réapprends à faire, et c'est pour ça qu'il est totalement obsédé par son échec et qu'il continue à boiter. Par contre, c'est vrai que la mise en scène de Fincher, elle, par contre, reste dans ce qu'on lui connaît, c'est-à-dire cette espèce de précision, de toujours avoir le bon endroit au bon moment, de toujours couper le plan où il faut, d'avoir des choses. Enfin, moi, il y a un moment où il revient, donc il y a un passage où il va tuer l'un de ses commanditaires, celui qui lui donne les cibles, et il entraîne la secrétaire jusque chez elle avant de la pousser dans les escaliers. Et quand il arrive dans la banlieue où il habite, devant sa maison, voilà, c'est le film de Fincher, quoi. C'est le film de Fincher qui se passe dans la banlieue. On reconnaît tout. Tu as même l'impression que tout à coup, la photo a changé. Et tu te dis, il réinvoque vraiment ce qu'il a su faire. Donc, je me disais, c'est assez marrant parce que sa mise en scène, elle ne cabotine pas. Comme si, au final, tout comme le personnage essaye, lui, de se remémorer ce qui fait sa force de tueur, Fincher revient à ce qui fait sa force de cinéaste pour nous reconvaincre à nouveau. Je ne sais pas du tout si c'est ça, hein, c'est sûrement du gros fantasme surexagéré de ma part, mais il y a un côté là où ce personnage est obligé d'aller très vite et de partir donc, dans des séries de meurtres continus pour pouvoir s'en sortir et s'affranchir de sa vie. Fincher refait un espèce d'exergue de sa filmographie, une sorte de boucle arrière. Donc peut-être que c'est l'annonce aussi de quelque chose qui se termine pour lui et qui pourrait l'amener vers autre chose. Ça, le prochain film le dira. Mais ça me questionne en tout cas. Donc, The Killer, c'est le deuxième film de David Fincher. Il est disponible sur Netflix et il est sorti depuis le 10. Il est en tout cas accessible chez Netflix depuis le 10 novembre 2023. Et n'hésitez pas aussi à nous donner des commentaires sur ce film et sur ce que nous avons aussi dit du film. C'est assez important. Troisième film, là pour le coup, il est sorti au cinéma, c'est-à-dire dans 2-3 salles de cinéma. Et il était déjà sorti en 1991. Il avait fait le Festival de Cannes. C'est le film de Patrick Bouchité, c'est Lune froide, qui est un film, ce qu'on peut appeler un ovni, un objet filmique non identifié. Pour le coup, un film aussi très très dur, et pas forcément dans ce qu'il raconte, mais dans comment il raconte aussi cette histoire. Donc, Lune froide, avec Patrick Bouchité, mais aussi avec le regretté Jean-François Stévenin, et les tribulations de Simon et Dédé, deux amis paumés et soudés l'un à l'autre par une quête d'oubli et d'exaltation. La nuit, désinhibés par l'alcool et électrisés par Jimi Hendrix et le rock des années 60, ils enchaînent les rencontres insolites et déjantés jusqu'à un soir de pleine lune. Je rappelle que ce film a été coécrit avec Jackie Berroyer. Voilà, il faut le savoir, ça aussi, que à la base, ça partait d'un court-métrage. Et puis ensuite, c'est devenu... il y avait une adaptation d'une nouvelle de Bukowski. Puis ensuite, ça s'est développé. Le film a été produit par Luc Besson.
aussi. Voilà, ça aussi, il faut le dire. Et je vais vous montrer donc l'image. Alors, c'est l'image de beaucoup de choses pour le coup, je me répète, la voici. Et voilà, on croirait que le film est à l'image de ce moment-là, c'est-à-dire très apaisé, très apaisant. Il n'en est rien. Moi, je voudrais vous poser, on va commencer par Thierry. Déjà, est-ce que tu en avais entendu parler de ce film-là? Et deux, lorsque tu le découvres ou le redécouvres, peut-être que tu l'avais déjà vu, je ne sais pas, tu vas nous en dire plus. Euh, on va jouer à un jeu. Si tu devais, la première fois que tu le vois ou la deuxième fois, je ne sais pas, j'en sais rien. Un mot comme ça qui t'est venu à l'esprit en sortant de la salle ou de ton salon, ce serait quoi? Alors non, je ne l'avais pas vu. Je n'avais jamais entendu parler de ce film avant que tu ne nous le proposes. Donc, de toute façon, il n'a pas été distribué chez moi, donc je n'avais même pas entendu parler, je veux dire, de sa potentielle ressortie. Ouais. Voilà. Un mot, waouh, j'hésite entre punk et Jim Jarmusch. Bon, j'en vais mettre deux, hein, histoire de, mais voilà, pour plusieurs Un raisons. pléonasme, Alors, hein. ça... Donc, Jarmouche, c'est un pléonasme, hein, ce que tu nous fais Bah là. oui, mais tu vois, c'est parce qu'on est quelque part, quoi, tu vois, je veux dire, on est dans un film en noir et blanc sur deux mecs qui errent en écoutant de la musique à fort relent guitaristique saturé. Bon, bah déjà, oui, Il au n'y a pas de début, vraiment, nécrophilie avant de me rendre compte qu'on chez était Jarmouche. aussi ailleurs. Hmm. Il n'y a pas trop de nécrophilie chez Jarmouche, hein, quand même. Non, il n'y a pas trop de nécrophilie chez Jarmusch. C'est pour ça que je dis, avant de me rendre compte qu'on était quand même pas mal ailleurs, et un peu chez quelqu'un d'autre, on va pouvoir faire un petit reflet avec notre propre passé. Mais avant de me rendre compte de ça, j'étais quand même, le début, j'étais c'est cool, on est chez Jarmusch, quoi. Voilà. Enfin, au final, chez Bouchité. Mais c'est vrai que c'est un film avec lequel j'ai au final pas mal d'acquaintances, parce que c'est vrai que moi, Steve Nain, avant de le connaître en tant qu'acteur, je le connaissais aussi en qualité de journaliste satirique quand il travaillait avec Maurice Ciné, donc dans Ciné Hebdo, aux côtés de Jackie Berroyer. Et donc moi, je lisais ses chroniques, c'était ses chroniques du droit à la dégueulasserie. Il y avait des trucs comme ça et je me Stevenin? disais, Stevenin? Stevenin a Stevenin, travaillé ouais. dans un journal. Alors là, tu m'apprends quelque chose que je ne savais pas. Si, ouais. Bah, moi, en tout cas, c'était comme ça que je l'avais connu. Et en plus, il y avait une espèce de de dessin de lui, comme s'il était un écusson. Et du coup, son visage m'était très familier. Et au final, je me suis aperçu que je l'avais souvent vu au cinéma bien plus tard que ça. Je l'avais juste pas identifié. Voilà. Mais donc, ouais, et Berroyer écrivait avec lui aussi dans ce journal satirique, donc dans ce spin-off, on va dire, de Charlie, suite au moment où Maurice Ciné avait été évincé de Charlie. Voilà, pour faire le petit historique. Ah oui, Donc, du coup, d'accord. c'est pas étonnant qu'ils aient un rapport avec ça. Et au final, Bouchité, donc c'est quelqu'un que je connaissais pas tant que ça. Au final, et le voir là-dedans, bon, ça me semble assez logique. Enfin, tu sens quand même le trio de compères qui n'est pas là par hasard. Là où, avant peut-être de développer sur le film, donc l'autre chose à laquelle j'aurais pu s'arrêter plusieurs mots, bon, le film de toute façon est dédié à Patrick Devers, donc c'est quand même assez évident, et c'est pour ça que je voulais dire qu'il y avait un reflet à faire. C'est aussi une sorte de relecture peut-être moderne des valseuses. Enfin, c'est presque pour moi les valseuses des années 90, quoi. Le film qui a cette espèce d'impact, et pas forcément le même discours, mais en tout cas qui peut avoir la même volonté de liberté de ton et d'esprit, mais pour sa génération. Et donc, c'est pour ça que je voulais faire un parallèle avec 1, 2, 3 Soleil qu'on avait vu, dont on a parlé il y a 2 émissions. Voilà. Après, voilà, c'est super compliqué de poser des mots là-dessus. Moi, il y a plein de petites choses que je me suis noté par-ci par-là. Donc, tu vois, j'avais noté le côté Jarmusch. Après, j'avais noté un truc aussi dans la mise en scène de Bouchité qui m'intéresse, c'est qu'il aime bien faire des plans qui s'enchaînent par des miroirs. Et alors, à chaque fois, il y va avec une forme de vulgarité, je trouve assez absolue, mais une vulgarité qui est très contrôlée, puisque son idée, c'est de faire un film vulgaire pour dire que la vulgarité, c'est beau. En fait, c'est un peu comme ça que je l'ai vu. Il y a cette espèce de moment où il regarde une femme, ils sont en train de la désirer comme pas possible. Tu as un des deux qui dit on va la manger, et là, pof, ça coupe. Et tu as un étal de boucher, ils sont en train de malaxer de la viande. Et tu regardes ça, tu te dis c'est génial, c'est du génie. Mais qu'est-ce que c'est vulgose, quoi. Sauf que c'est la vulgarité qui te fait s'esclaffer. Et tu te dis, voilà, t'as quand même pas l'impression de regarder un film populaire qui pourrait jouer de ce genre de cliché-là
de manière trop appuyée, tu te dis non, il le fait parce que c'est factuellement drôle et qu'il arrive à le faire. Et pareil, ce moment où il regarde, il regarde une guitare, il dit j'ai très envie de la faire vibrer. Et la scène d'après, ils sont en train de jouer Voodoo Child, tu vois, parce que c'est Hendrix, c'est le côté, c'est l'improvisation, c'est tout ça, c'est le ressenti. C'est deux hommes qui ont envie de vivre, en fait. C'est ça que je trouve assez beau, c'est qu'on suit de manière au final assez abstraite à leur manière, même si le film va développer plein de thématiques de fond, notamment un traumatisme qui va prendre la place à mesure que le récit avance. C'est deux hommes qui ont juste envie de vivre. Ils savent pas trop comment, ils savent pas s'ils ont envie de le faire de la même manière que tout le monde et si ça leur convient. Ils se doutent bien que la manière dont eux veulent vivre ne correspond pas à une forme de norme, mais ils veulent le faire quand même et se poser la question de pourquoi pas nous. Voilà, c'est ça, moi, qui m'a vraiment happé, en fait, dans Lune froide. Et je trouve qu'il arrive à tenir cette espèce de fil tout du long, même quand ils dévoilent, au final, ce qu'ils ont fait, qui est absolument inhonorable. Tu parlais de nécrophilie, voilà, on y est. Bah, même quand ils dévoilent ça, il arrive quand même à te garder cette espèce. Tout à coup, ils t'apparaissent quand même pas comme des monstres parce qu'il a réussi à sonder toute l'humanité de ses personnages. C'est assez fort, en fait, je trouve, comme procédé narratif. Et toi, Béa, est-ce que, comment dire, tu as trouvé ça aussi punk que Thierry? Ou est-ce Alors, que tu t'en es jamais remise? non, fou là là, mais non, dis donc, je l'ai vu et j'avais 20 ans, ce film. Donc, bah Ah! oui, je l'ai vu et on devait pas être beaucoup à l'avoir vu, mais oui, je l'ai vu. Donc, t'imagines, j'ai vu ça, j'avais 20 ans, quoi. Donc, oui, j'étais. Euh, alors, je comprends ce que dit Thierry. Enfin, c'est très difficile en fait de parler de ce film parce que pour moi, c'est plus une expérience qu'un film avec une narration. Enfin, je trouve qu'il est. Enfin, tu l'as dit en préambule, c'est un ovni. Alors c'est marrant parce que je l'ai revu là et j'ai eu plus de mal aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. Certainement que je suis moins punk aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. Enfin, j'en sais rien. Mais par contre, non, j'ai retrouvé. En fait, ce qui est le tour de force de ce film, c'est de réussir à mettre de la poésie dans une balade macabre et provocante. Enfin, voilà, il y a une scène de nécrophilie, enfin, qui a fait qu'à l'époque c'était interdit au moins de 16 ans. Mais ça l'est, je crois encore. Je Ça crois l'est que ça l'est. encore? Ouais, sûrement. En même temps, Je oui, crois en que ça même l'est temps, bien encore. sûr. Enfin, je vois pas un gamin voir ça. Enfin, et un très beau noir et blanc, évidemment, oui, le lien avec Jarmouche et tout. Enfin, en fait, c'est inclassable. Ils sont à la fois, enfin, ils sont horribles et en même temps avec une innocence. Ils sont touchants. Enfin, c'est des persos. Ouais, je sais pas. On a envie de partir avec eux, de les suivre. Enfin, et une super BO évidemment. Enfin, mais j'avoue, film inclassable. Tu vois, je suis pas certaine. C'est pas le genre de film où tu dis ah super, Lune froide, vas-y, il faut le voir. Je sais pas. Enfin, tu vois, je le conseillerais pas à tout le monde non plus. Enfin, voilà. Mais moi, ça m'a. Je vais parler comme une vieille, mais moi, ça m'a redonné un coup de jeunesse parce que je me souviens de l'état dans lequel je suis sortie de ce film en ayant été bouleversée, mais dans le bon sens du terme, en fait. Avoir vraiment le sentiment d'avoir. Ouais, c'est ça. Le mot qui me vient, c'est vraiment expérience, quoi. Une expérience. Ouais. Après, il faut peut-être. Alors, on peut. Tu t'en es pas remise, même à 20 ans, je veux dire. Tu me disais, non, mais tu rigoles, je l'ai vu à 20 ans. Mais à 20 ans, tu t'en es pas remise. Moi, je l'avais vu sur Canal quelques années après. Donc, c'était très compliqué. Mais là où je veux en venir, et après, et Nico, tu prends la parole dans quelques secondes. Pourquoi je vous ai montré cette image? En fait, c'est pas extraordinaire non plus, mais moi, j'ai l'impression, c'est un peu con, mais j'ai l'impression que il n'avance pas quand tu captures ce moment-là. J'ai l'impression qu'il recule. Et c'est ça qui est assez. Ils ont une manière, c'est une espèce de road movie,
Mais tu sais, dans les road movies, alors quand on entend road movie, on a toujours en tête la base, c'est-à-dire le cinéma américain. Puis après, le cinéma allemand, on l'a fait autrement. Mais il y avait toujours comme ça une espèce de ligne. Eux, on a l'impression qu'ils marchent ensemble, mais que c'est complètement décalé. Leur démarche, elle est décalée. Ils se percutent, ils reculent, ils sortent du cadre. Et quand tu regardes ça, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un film sur un road movie dans lequel les personnages n'avancent pas, mais les personnages soit reculent ou soit ils ne bougent pas, et c'est le décor qui avance. C'est la France qui avance, c'est tout ça qui avance. Bon, moi je l'avais vu, pas à l'époque, bien évidemment, mais beaucoup plus tard. J'avais pas compris grand-chose, ça m'avait pas forcément heurté. Je voyais Stelna qui il était parce que je l'avais vu dans La Nuit américaine de Truffaut, mais c'est tout, quoi. Voilà. Mais j'avais vu Passe-Montagne, par contre. Et ça, en fait, ça peut être un contre-champ comme ça à Passe-Montagne. C'est peut-être pour ça aussi que Stelna est dans ce film-là. Et je trouve que déjà, qu'est-ce que tu penses, toi, Nico, de ce que je viens de te dire, de ce que je viens de dire par rapport à ce rapport comme ça Avant que Nico Oui. s'exprime, tu peux me dire ce que c'est Passe-Montagne, parce que je vois pas ce que c'est. Ah, pardon, Passe-Montagne est le premier film, je suis désolé, excusez-moi. Passe-Montagne est le premier film de Jean-François Stévenin, qui a été réalisé, je crois, en 76-77. C'est un film dans lequel joue aussi le magnifique Jacques Villeray, qui nous rappelle qu'il était un excellent, excellent comédien. Et dans ce film, en fait, c'est Villeray qui tombe par un concours de circonstances dans un endroit dans un village, et il est aidé par Stévenin. Je peux pas en dire davantage parce qu'il faut le découvrir. Et pendant 2 heures, ils sont ensemble. Voilà, ils boivent des coups. Lui, Villeray, il a un problème avec sa femme, donc on voit ça aussi hors champ. Voilà. Mais ça se passe dans la forêt et c'est une espèce de western comme ça, très lent, très contemplatif, et c'est fascinant. C'est incroyable. Alors que là, dans Lune froide, c'est une espèce de road movie aussi, Passe-Montagne. Et là, dans Lune froide, j'ai l'impression qu'il reprend ça, mais il reprend aussi donc la base du road movie américain, mais encore plus loin, l'errance allemande, c'est-à-dire un truc où c'est très épuré, très sale, ça va pas vite. Et lui, Bouchité, ils ont fait tout un truc. Il faut savoir que Bouchité, il était d'abord acteur. On l'avait découvert, en tout cas dans la meilleure façon de marcher, le film de Claude Miller avec Patrick Devers, d'ailleurs. Ils jouaient ensemble dans ce film-là. Puis moi, j'avais découvert Patrick Bouchité dans les années 80 ça va vous faire rigoler. Mais j'étais gosse et j'ai découvert ça dans Champs-Élysées, l'émission de Drucker, parce que Bouchité, merci Béa, Bouchité parodié, en fait, alimentaire animalier, et il faisait parler il faisait un peu ce que fait un peu maintenant Monzinor, mais il le fait avec des bêtes, des animaux, et c'était extrêmement drôle, en tout cas de mon âge, quand j'avais 10 ans. Mais encore maintenant, enfin. J'ai pas revu, mais c'est comme ça. Non, mais voilà. Faut que tu le vois, hein. Des suricates qui sautent en disant biche, oh ma biche, c'est trop drôle. Comme ça. C'est comme ça que j'ai découvert Bouchité, puis après, beaucoup plus tard, j'ai su que, enfin voilà. Et donc voilà, il y avait de cela. Je vais la remontrer, cette image, encore une fois de plus, et puis Nico, tu y vas, hein, c'est parti. Vas-y, je t'en prie. Alors juste pour rigoler un petit peu, mais Patrick Bouchité, moi je connaissais surtout grâce à Tati Daniel, voilà. Ah. Et La vie est un enfant tranquille, c'est lui qui joue. Plutôt, non? Ouais, c'est vrai qu'il a pas mal joué avec Châtillier, ouais. C'est La vie est un enfant tranquille, ouais, effectivement. Ouais. Et aussi La vie est un long fleuve tranquille que je connaissais, ouais, pareil. Et donc, ouais, moi j'aime bien l'idée effectivement que ce plan évoque le fait qu'il revienne en arrière. On a l'impression après ce qui s'est passé. Et parce que c'est ça surtout, moi, le truc que je vais retenir, c'est cette fameuse séquence de nécrophilie qui est complètement hallucinante. Enfin, même aujourd'hui, je trouve que c'est incroyable d'avoir réussi à faire ça. Séquence complètement horrifiante, et en même temps, je sais pas, il y a une espèce de douceur bizarre qui en ressort. Enfin, c'est vraiment une séquence assez sidérante. Enfin, il y a vraiment un truc. Mais le film globalement est très étonnant, parce que effectivement, un film complètement punk, libre, aussi avec des gens pas. Enfin, c'est bien quand même parfois de faire des personnages, même très souvent, je trouve, des personnages qui sont pas aimables comme ça, là, enfin, qui
échappent à nos habitudes, des personnages qui sont compliqués à suivre. Moi, parfois, ça m'énerve les films où on délimite, on met en place une zone de confort avec les personnages, comme s'il fallait écrire forcément des personnages confortables pour pouvoir aimer des personnages, ce qui n'est pas forcément vrai en fait. Et là pour le coup, Lune froide le montre bien, parce que des personnages qu'on aime suivre, même ils nous échappent totalement, même s'ils sont parfois horribles, en même temps, voilà, il y a une espèce de. En fait, il y a une belle une belle contradiction qui tourne autour de ces personnages qui sont à la fois horrifiants et en même temps très, très attachants quoi, dans leur manière d'être. Et puis, il y a quand même tous ces interludes musicales qui permettent à la fois de dresser comme une sorte de génération et, pareil, de créer une forme de. Oui, bah, c'est un road movie, quoi. Et un road movie, souvent, c'est un truc avec des amis, quoi. C'est deux personnes qui partent rouler, qui découvrent des choses, etc. Et là, c'est totalement ça. Et on découvre les choses en même temps qu'eux. On découvre plein de monde, en fait, qu'on voit pas forcément. Des marginaux, quoi. Et moi, j'aime bien quand on filme des marginaux parce que les marginaux, c'est un peu ce qu'on ne veut pas voir. Et, et le cinéma est un petit peu là pour ça aussi, pour montrer des choses qu'on ne veut pas voir. Je préfère voir des choses qu'on ne veut pas voir que des choses que l'on voit tous les jours et qu'on voit de manière plus facile, qui nous font moins peur. Ça me fait penser, ben, par exemple, à Bellatar, en fait, parce que Bellatar aussi fait ça, il filme des gens. Alors pour expliquer Bellatar, donc cinéaste hongrois qui a fait des films comme, Satan Tango, qui est un film de 7 heures, où toute idée de se concentrer sur un espace, de toute façon, d'ailleurs c'est souvent en noir et blanc hein, chez Bellatar, un espace avec des gens pauvres, voilà, bizarres, étranges. Et pourquoi je fais cette comparaison avec Lune froide? Pourquoi je fais une comparaison avec Bellatar? Parce que chez Bellatar, il y a toujours des séquences où on voit des gens bourrés, voilà, qui gesticulent de manière très bizarre, qui sont maladroits, qui sont à gauche en fait, qui sont désarticulés. Et moi, je trouve qu'on retrouve ça dans Lune froide, cette manière de filmer des gens désarticulés. Et moi, j'aime bien ça. Enfin, c'est quelque chose qui me touche. Et pareil, cette séquence avec le cadavre, cette manière de filmer. En fait, faut se poser aussi la question de comment on filme ça quand on est cinéaste. Et je crois qu'il y a des choses au cinéma qui sont particulièrement difficiles à filmer. Et je pense que ça en fait partie. Je pense qu'il y a des cinéastes qui seraient arrivés sans problème. Je suis en train de regarder des Lars von Trier actuellement. Je pense que Lars von Trier aurait pu faire un film comme ça. Et là, ce qui est magnifique, c'est que en fait, la manière qu'a Bouchité de filmer ça, c'est qu'il le fait, mais sans tomber dans la gratuité la plus totale de ce que c'est la nécrophilie, quoi. Il y a vraiment quelque chose de, je sais pas, d'assez étonnant en fait, de doux, mais presque oui, mais doux en fait. Non, mais c'est ce que disait Béa. C'est ce que parlait de ça. Ouais. Ouais, et Béa a raison là-dessus, c'est que oui, il y a... En plus c'est absurde à la fois. Donc il y a quelque chose qui est presque proche de Ionesco dans la manière de jouer sur l'absurde. Et enfin tout ce qui est courant de l'absurde théâtral. Et j'aime bien ça, en fait. Vraiment de deux personnages paumés qui évoluent dans des espaces différents, un peu vierges d'ailleurs, un peu abandonnés, presque. Enfin, la plage de fin, là, c'est une plage... c'est tout sauf une plage touristique, c'est une plage un matin avec deux pauvres types qui sont dans le froid et qui déambulent de manière poétique. Et voilà, c'est ça que j'aime bien dans le film. Le film est sorti, enfin il est ressorti pardon depuis le 15 novembre. Je pense pas qu'il soit disponible partout sur le territoire, enfin en France. Donc en tout cas si vous avez la possibilité il est là comme ça, allez faire un saut, c'est une expérience. Et puis encore une fois de plus, n'hésitez pas à nous de faire part de ce que vous en avez pensé. Quatrième et dernier film.
Sound of Freedom, un film qui est sorti le 15 novembre. Film réalisé par Alejandro Monteverde. Et le film est un thriller basé sur l'incroyable histoire vraie d'un ancien agent fédéral américain qui se lance dans une opération de sauvetage au péril de sa vie pour libérer des centaines d'enfants prisonniers de trafiquants sexuels. C'est exactement c'est le synopsis qu'on trouve sur Allociné et très certainement sur le dossier de presse. Le film a fait beaucoup parler de lui avant même qu'il soit distribué en France. Déjà, c'était pas prévu. Et puis, il y a eu comme ça une espèce de combat qui a fait que le film a pu être montré. Et moi, je voulais absolument qu'on en parle parce que tout simplement, je trouve sur YouTube, et moi, en tout cas, YouTube, on est sur YouTube, donc parlons de YouTube, je trouvais que il y a eu beaucoup d'avis positifs sur le film. Ça, c'est pas un problème, ça me dérange absolument pas, ça. Mais je trouvais j'avais l'impression qu'on ne parlait pas assez de l'objet filmique, de sa mise en scène et beaucoup plus du sujet. Voilà. Et donc, ça nous faisait une espèce de chantage comme ça affectif, alors que si on est réunis aujourd'hui, c'est pour d'abord parler comment les films racontent leurs histoires, et ensuite, ça peut nous permettre au moins de le mettre sur l'échiquier du cinéma. Donc, Sound of Freedom. Je vais vous montrer ces deux images qui viennent l'une après l'autre, et c'est pratiquement à la fin, pas tout à fait, mais c'est pratiquement vers la fin du film. Donc on y voit une petite fille qui assiste à un combat entre cet agent fédéral américain qui est joué par Jim Caviezel et qui est venu pour libérer la petite fille. Et pourquoi je montre ces deux images, non pas que elles sont non pas qu'elles veulent dire quelque chose de philosophique ou je ne sais quoi, mais je trouve que ces deux images, en fait, c'est un peu, comment dire, c'est l'ADN du film. C'est exactement ce que le film nous montre, nous dit, ou comment il nous le montre surtout. C'est ça le plus intéressant. Et c'est-à-dire au niveau de la photographie, au niveau de la mise en perspective du visage de l'enfant, de la surdramatisation, de l'exagération au niveau de la mise en scène, et j'ai l'impression que en fait c'est un film qui épouse tous les codes un peu désuets, très désuets même aussi, d'un film à thèse, et qu'à aucun moment je trouve que ce film tente un dialogue avec celui ou celle qui le regarde. Et je sais pas alors je sais que ça a été un peu décrié de parler de ce film. Est-ce qu'on va perdre du temps pour parler d'un film comme ça? Mais quand vous l'avez vu la première fois, peut-être quand vous l'avez vu, quel a été votre sentiment? Est-ce que tout de suite vous l'avez regardé, vous avez essayé de questionner le film, cet objet cinématographique, ou très rapidement vous vous êtes dit par rapport à ce qu'il traîne comme réputation? Voilà, c'est comment vous l'avez réfléchi déjà, ce film-là. On va revenir, Béa, comme on a commencé avec toi pour écoute, moi, alors j'avais lu tellement d'articles sur la polémique que forcément, du coup, c'est impossible de commencer à le regarder sans avoir ce regard en se disant pourquoi cette polémique. Et en vrai, je n'ai pas compris la polémique. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, sa limite, elle a été bénéfique. Alors, non, parce qu'il n'a pas été distribué comme. Voilà. Mais malgré tout, très bénéfique, parce que pour moi, c'est quand même juste un mauvais film, en fait, tout simplement. Un film qui est bavard, qui est mou. Enfin, tu parles d'un thriller, mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bavard. J'ai trouvé ça long. Finalement, qui explique pas grand-chose, plutôt ennuyeux, extrêmement long, je sais pas. Et
Et donc j'ai essayé, mais du coup c'est très difficile, je trouve, de regarder ce film de façon neutre. Donc enfin, si je regarde vraiment ce film, je me dis, voilà, c'est pas un film. Vraiment, je me suis ennuyée. Pour te dire, je l'ai regardé en 3 fois. Parce que donc voilà, on peut le dire, je ne l'ai pas vu au cinéma, j'ai eu un lien. Donc voilà, j'ai trouvé ça, je me suis globalement ennuyée. On pourrait se dire, bah, ça parle d'une histoire vraie, d'un trafic d'enfants et de pédocriminalité, donc le sujet est louable. Bon, sauf que non, de la façon dont c'est traité, déjà c'est hyper larmoyant, tu l'as dit, c'est tout surligné. Tim Ballard, c'est ça quand même le problème, c'est que c'est pas un bon gars en fait dans la vraie vie. Donc Tim Ballard, donc c'est le personnage le personnage donc joué par Jim Caviezel. De Jésus-Christ flic, en quelque sorte. Comment? Parce que c'est une espèce de Jésus-Christ. C'est le film nous le montre comme ça. C'est carrément ça. Voilà. Sauf que voilà. c'est pas du tout un bon gars, du tout. Donc il a plein de casseroles au cul derrière. Et moi, alors, c'est horrible. Ça, c'est mon côté midinette de cinéma. J'étais très triste de savoir que Jim Caviezel, en fait, que c'est un mec d'extrême droite. Je savais pas. Et moi, je l'avais vu dans la série Person of Interest, et qui était déjà sur la thématique du complot. En fait, j'aurais dû me méfier. Mais ouais, du coup, je suis un peu perplexe sur ce film parce que, encore une fois, malgré tout, je comprends pas ça a été un film récupéré, quoi. Voilà. Mais je comprends En pas. fait, la polémique, c'était en partie basée sur l'origine du financement de ce film. Il y avait beaucoup de cela. Voilà, c'était un financement qui venait d'associations d'associations extrémistes au niveau du christianisme. Le cinéaste, en l'occurrence, est un cinéaste qui toute sa filmographie se base sur ça. Et puis, il y a aussi cette théorie de complotiste comme quoi. Oui, mais ça, c'est de la récupération. Enfin, ça, c'est de la récupération, effectivement. Voilà. Donc, il y a aussi le financement. C'est important, ça, par contre. Parce que là, on est vraiment. Le financement de ce film, ça fait partie de l'économie du cinéma. Et donc, ça dit aussi quelque chose. Mais c'est intéressant, Béa, quand tu dis, mais finalement, quand je regarde la mise en scène, je me pose des questions. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui. Bon, ouais, non, c'est pas. Enfin, après, vous me direz, hein, mais oui, moi, j'ai pas trouvé ça. En fait, ça raconte rien. En fait, ça explique rien. Enfin, et puis, ouais, visuellement, ouais, moi, j'ai trouvé ça mou, j'ai trouvé ça bavard. Enfin, non, j'ai pas. Mais j'étais biaisée par toute cette polémique autour. J'avoue, j'étais biaisée, c'est sûr. Thierry, s'il y avait comme ça un moment dans le film qui, pour toi, serait l'illustration parfaite de ce que tu ressens vis-à-vis de ce film, ce serait quel moment? Je peux t'en citer 2. Royal. Je pense, si ça te va. En fait, alors, l'un va être juste sur. Je vais commencer par celui-là. Tu fais trop d'excès de zèle. Tu es dans l'excès de zèle, Thierry. Fais gaffe. Non, mais je vais commencer par du coup le plus simple qui va juste me permettre de faire un truc qui va sembler être une vanne et qui explique quand même aussi ce que j'ai ressenti devant le film sur cette espèce de film faux, en fait, extrêmement faux que j'ai ressenti. C'est que il y a dedans, donc au-delà de Jim Caviezel, qui pour moi est plein d'acteurs. Alors, je n'ai pas vu Zone of Interest et Béat, je n'ai pas la première qui en parle. Quand j'avais cité la dernière fois que je n'aimais pas du tout Jim Caviezel et son jeu en général, on m'a cité cette série-là en me disant peut-être que là tu pourrais l'apprécier. C'est peut-être le cas. Voilà. Moi, c'est vrai que je l'ai connu dans La Passion du Christ, grand pote de Mel Gibson. C'est lui qui joue dans La Ligne Rouge de Terrence Malick. C'est lui qui joue dans le déserteur dans La Ligne Rouge. C'est vrai qu'effectivement, j'oublie à chaque fois, mais je l'aime bien là-dedans. Peut-être parce que. Il a une espèce d'aura qu'on retrouve aussi. Enfin, comment dire, il joue toujours un peu le même personnage, si tu vois. Il joue un gars très silencieux qui va jouer, sur sa présence, voilà. Et qui le fera plus ou moins bien, j'imagine, selon la manière dont il est dirigé. Et là, en l'occurrence, Malick, c'est filmé des corps. Donc, très bon. Ça joue beaucoup. Mais Alejandro. Donc on va beaucoup moins. Donc oui, là où je voulais en venir, donc c'est que en plus de Jim Caviezel, donc qui un acteur que je n'aime pas et sur lequel j'aurais pu cracher gratuitement, il y a un acteur que j'aime beaucoup, qui est un acteur de second rôle qui s'appelle Bill Camp.
Voilà, Bill Camp, que j'ai vu dans des films d'ailleurs. Enfin, je me pose aussi des questions d'ailleurs sur les affiliations que Bill Camp peut avoir, parce que je l'ai déjà vu dans des films pas forcément jojo en termes de, comment dire, d'éthique et de ce que ça véhicule. Mais en tout cas, c'est un acteur que je trouve toujours très bon. C'est un acteur de second rôle qui est très présent, surtout actuellement. Il avait joué notamment dans Dark Waters. Il avait joué dans une espèce de film de super-héroïne, de je ne sais pas quoi. Enfin, à chaque fois, ce mec est toujours une espèce de petit plaisir parce qu'il joue très bien les seconds rôles et qu'il a toujours une présence à l'écran. Et donc, dans ce film, il joue l'une des personnes que Caviezel va rencontrer parce que c'est lui qui va l'aider à s'infiltrer parmi donc les espèces de gangs donc, qui font du trafic sexuel d'enfants. Et ce mec lui raconte une histoire. Il est face caméra et il lui raconte qu'en gros, un jour, il était en train de faire du tourisme. Elle a été séduite par une jeune femme qui pensait être une prostituée de 25 ans. Et il s'est aperçu, après avoir couché avec elle, qu'elle n'en avait pas 25, mais 13. Ça l'a traumatisé et il a dit qu'à partir de là, il fallait qu'il lutte pour ça. Voilà. Ce moment où, en fait, pendant tout le film, j'étais là, putain, qu'est-ce que ça joue mal, qu'est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce que c'est. Il se passe quelque chose vraiment où je n'arrive pas à rentrer dedans. Et puis ce passage-là, Bill Camp parle, il se passe quelque chose. La caméra est posée, le regarde, le mec fait passer toutes ses émotions et il est fort. Et c'est là que je me suis dit, non, en fait, c'est peut-être pas Monteverde qui joue, enfin, qui dirige mal, c'est peut-être juste Jim Caviezel qui joue comme une poutre. Voilà, je voulais le dire. Donc voilà, et ça, c'est vraiment. Moi, j'ai un énorme problème avec Caviezel déjà en général. Je le trouve jamais vraiment juste, ce bonhomme-là. T'es jaloux parce qu'il est beau. Peut-être, ouais, c'est vrai. Ah oui, oui. En tout cas, bien plus que quand moi je me regarde, ouais, je suis d'accord. Mais toujours est-il que bon, il m'évoque pas grand-chose. Alors, s'il n'évoque pas grand-chose quand il est en train de faire un one-man show, tu vois, forcément, voilà, mon ressenti sur le film, c'est celui-là. Et il y a un autre truc. Et ça, donc du coup, c'est sur cette espèce de direction un peu bâtarde que prend le film, qui m'interroge. Donc là, pour vraiment répondre à ta question, il y a un moment. Et c'est avec un autre personnage, donc alors je ne sais plus qui c'est, enfin, il parle à quelqu'un d'éthique, de quelque chose, le mec ne réagit pas trop, et il lui donne un papier, que le mec lit dans sa voiture, je crois qu'il y a une photo d'enfant, un truc comme ça, et le mec revient dans sa chambre en lui disant « Ok, c'est bon, t'as raison, on agit, on fait quelque chose ». C'est quand même un passage fort, ça, c'est quand même quelque chose du « on va s'infiltrer, on va agir, on va essayer de sauver des enfants », c'est un sujet sérieux. Le film est quand même extrêmement plombant, extrêmement lourd, tu vois, veut vraiment te sortir les violons. Et là, le mec rentre dans la chambre, la caméra commence à se fixer sur Caviezel, approche vers lui, et là, il fait un sourire. Mais un sourire, pas un sourire, tu sais, en mode, on va arriver dans le « Yes, comment je l'ai eu, celui-là !» Voilà. Et là, j'ai fait « Attends, qu'est-ce qui se passe, film ?» Et ensuite, on enchaîne avec les scènes d'infiltration où tout à coup, le film part dans une espèce de film popcorn. C'est super fun, on s'infiltre, t'as vu, on fait de la manipulation, du jeu de rôle, on fait un truc, on est en Scarface, c'est fun. Mais t'es pas censé me faire ressentir ça. On est quand même. Enfin, on était sur un autre sujet totalement plombant. Si tu avais choisi d'avoir ce ton-là, tu peux tout à fait traiter du trafic d'enfants et d'une opération spéciale sur un ton comique. Pourquoi pas? Fais-le. J'ai pas de problème avec ça, mais assume-le dans ce cas. Tout à coup, partir là-dessus, je trouvais ça très dérangeant. Et donc, du coup, ce personnage, donc moi, je ne connais pas, je me suis renseigné sur la polémique, effectivement, sur la contextualisation du film. Alors, pas forcément sur son financement, mais sur la récupération de l'Aquanon. Du coup, je pensais que j'allais voir beaucoup plus de choses là-dessus dans le film, et elles n'y sont pas. Voilà. Donc, effectivement, c'est bien de la récupération. Donc, oui, je suis parti totalement biaisé, effectivement. Mais au-delà de ça, une fois que j'ai compris qu'il n'y allait pas avoir ça, bah, tu t'intéresses à ce qu'il y a. Et c'est un film qui est totalement bancal, qui n'est jamais dans ses clous, qui ne sait jamais ce qu'il fait, qui veut partir dans tous les sens, qui veut tenter, et surtout qui veut tenter d'être divertissant, alors que pendant 1 heure, il ne l'est pas. Et à partir du moment où il fait ça, je me dis, là, non, là, tu essaies de me faire prendre du plaisir avec ce qui se passe, en mode, ah, ça y est, on va bien les avoir, ces trafiquants. Non, ce qui compte, c'est les gamins. Et du coup, ça aussi, c'est ce qui tourne autour de Tim Ballard, c'est toutes les opérations ultra dangereuses qu'il a mises en place, où, au final, il y a plus d'enfants qui sont limite morts à cause des opérations qu'il a menées, parce que des trafiquants les ont zigouillés sur place pour pas qu'ils puissent les récupérer. Ça, c'est ce qu'on voit pas dans le film, hein. Là, je veux dire, c'est un peu au-delà de ça. Mais là, il te montre, t'as vu, il fait une opération super dangereuse parce que le mec, c'est un warrior. C'est un film de super-héros, en fait. C'est un surhomme qui va sauver des gamins et c'est fun. Et t'as vu, lui, au moins, il a des grosses baloches, il va sauver des gamins. En fait, je trouve ça très dérangeant comme le rend divertissant. En fait, si j'ai bien compris ce que tu dis, le sujet de base, et c'est terrible ce que je vais dire, en fait, c'est un prétexte. Oui. On finit par oublier un peu. Mais non, mais parce que c'est ça qui est très paradoxal, c'est que quand on entend parler de ce film, on entend parler du sujet.
en l'occurrence. Mais en fait, la mise en scène est tellement disparate, et lui, le cinéaste ne sait pas voir ces personnages, et ça part dans tous les sens, il y a un problème de rythme, et en fait, le film, le film ne sait même pas où est-ce qu'il doit avancer, où est-ce qu'il doit aller, et on est complètement perturbé. Et les enfants enfin, c'est très, 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 très bizarre. Les enfants sont secondaires à tel point, et après je vais laisser Ouais, bien sûr. Nicolas prendre la parole. Les enfants sont secondaires à tel point que si on regarde la narration du film, donc au tout début, on assiste à un rapt. On voit voilà, une gamine qui se fait embrigader, enfin son père se fait embrigader en lui disant bah tiens, il y a ta fille, on va lui faire passer un petit concours de beauté, voilà, elle va rejoindre un truc, Oui. et au final, il s'avère que c'est un rapt d'enfants. L'un des premiers enfants que Caviezel sauve, c'est le frère de cette gamine-là, qui lui dit s'il te plaît, sauve ma sœur. Et à partir de là, dans l'esprit de Caviezel, tu sais, c'est comme s'il y avait besoin d'un lien. Tu sais, il faut sauver le soldat Ryan, tu sais, le côté, Non, on il s'en faut fout qu'il y ait des milliers de... il faut se lever les enfants de Dieu. Voilà. Oui. Oui, non, Oui. l'enfant de Oui. Dieu. La seule. L'enfant de Dieu. C'est-à-dire, on s'en fout des autres merci, sauf celui-là. Le passage où il te sauve une cinquantaine de gamins, que c'est quand même une sacrée victoire, et que le mec, il est là, est-ce qu'elle est là-dedans? Non. Alors on a échoué. Et tu fais, attends, et juste avant, il te dit que c'est pas la première fois qu'il fait ça, que le mec est soi-disant professionnel, que c'est son métier, qu'il sait ce qu'il fait, et tu t'attaches à un truc. Alors, évidemment qu'il faut la sauver, la gamine, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais que tout à coup, ça devienne cette espèce d'enjeu, oui, et comme tu dis, le passage où il sort, il faut sauver les enfants de Dieu. J'ai vraiment cru que c'était là que le film allait partir dans le puritanisme, pour qu'au final, non, ce soit juste une phrase mise en l'air comme ça, qui n'a pas tant d'écho que ça. Elle en a un, mais pas à ce point. Mais en tout cas, voilà, tu vois, c'est ça. On se raccorde à un enjeu précis où on s'en fout du reste. C'est un peu... c'est particulier quand même. Qu'est-ce que tu en as pensé, Nico? Eh bien, comment dire? C'est un film qui se veut subversif, parce que contrairement à ce qu'on a pu me dire, parce que j'avais fait un retour sur Twitter comme quoi, en termes de subversion, c'est un film qui est j'ai envie de dire, au Karl degré zéro pointé de la subversion. Mais plus sérieusement, je vais lire la définition de subversif parce que bon, voilà, parce que ça m'énerve. Alors, subversif, caractère subversif, c'est qui cherche à produire le renversement de l'ordre social ou politique. Ah bah oui, c'est sûr qu'on va renverser l'ordre social politique en délocalisant les problématiques à l'étranger, parce que forcément, c'est les étrangers les méchants. Hein. Ah bah oui, c'est le Mexique les méchants, hein, bien sûr. Oh, même les pédophiles américains se paraissent plus propres que les pédophiles mexicains. Mais c'est parce qu'ils ont des peignes, Nicolas. Hein, parce Ouais, qu'ils voilà. ils ont des peignes et de la gomina, là où ceux du Honduras, c'est des gros animaux dégueux. Non, mais ça, il faut en parler parce que le film. En fait, toute la polémique qu'il y a autour. Parce que j'ai quand même en parler. J'avais dit que j'en parlerais pas parce que je voulais parler du film, mais en fait, c'est lié au film. Parce que de toute façon, quand il y a une sorte de récupération comme ça, c'est comme avec Bac Nord. C'est le film qui est responsable. Voilà, c'est le film qui est responsable. C'est le réalisateur qui est responsable. J'ai entendu plusieurs. J'ai lu plusieurs interviews, j'en ai entendu, en fait, il, il s'enlevait la responsabilité de ça. Même des propos de Caviezel, je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Sur le plateau, parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites sur le plateau. Il y a même limite le film a pris un tournant aussi parce que les acteurs ont tenté de l'orienter. Hein. Ce film en plus, il est produit par Mel Gibson aussi. Donc, il y a un truc derrière qui fait que c'est pas étonnant que ce film plaît autant à une certaine branche politique. C'est pas étonnant. Sachant déjà que le film utilise des ressorts de mise en scène, comme par exemple la musique, la super musique qui sortirait presque d'une église pour signifier à chaque fois que c'est les enfants de Dieu qu'on va sauver. Ah oui, donc il faut sauver que les enfants de Dieu. Bon. En plus, c'est quand même un film avec des protagonistes qui sont des comptables pendant 1h50, parce qu'en fait, ce qui compte à leurs yeux, c'est surtout de sauver un nombre d'enfants. Donc, ils comptabilisent le nombre d'enfants. Donc, on est vraiment dans un truc, mais ignoble. C'est-à-dire que le héros est censé être un mec qui va sauver des enfants. Oui, on n'en sauve pas assez parce qu'on n'en a sauvé que 297. Je suis désolé, mais le plus important, c'est de sauver des gens déjà. Après, voilà. Et donc, c'est quand même quelqu'un qui va entrer dans l'illégalité pour sauver des gens.
Donc on est quand même dans une sorte d'ode à la justice par soi-même, à l'action qui méprise le droit international. Donc on est dans l'action secrète, on est dans quelque chose de profondément dégueulasse là-dessus. Et donc le film, au-delà de ça, et surtout après qu'il soit politiquement un peu critiquable, il y a plein de films fascinants américains qui sont discutables politiquement, et c'est pas le problème. C'est pas le problème dans cette histoire. C'est qu'en fait, c'est un film qui n'est rien. Voilà, c'est un film qui n'est rien. C'est pour ça que je parlais du caractère subversif. Le film se veut subversif constamment, parce qu'il prend les grands chevaux, parce qu'il veut montrer qu'il est en train de montrer une vérité qui blesse, qui dérange. Qui dérange de quoi le trafic d'enfants, on en parle tout le temps. Et en plus, je suis sûr qu'il y a des films qui en ont déjà mieux parlé que ça. Et je trouve qu'il y a même des films, et c'est marrant parce que j'ai entendu sur le film, oui, c'est un film qui ose, il y a que les Américains qui sont là pour faire ça, c'est un film avec du budget, ou voilà, qui va vers un côté divertissant. Effectivement, ça c'est quelque chose qui a été évoqué. Mais je suis désolé, des films, la pédophilie, c'est quelque chose qui est abordé partout, tout le temps. En France, on a Dalva cette année qui était sorti, qui en avait très bien parlé, par exemple. Ah, mais tu fais partie des gens qui ont vu ce film. C'est magnifique. J'adore ce film. Oh là là. Film incroyable. Et qui. Ouais. Et d'ailleurs, gros problème du film, on n'en a pas parlé. Il se positionne du quel côté ? Le regard des victimes, il n'est jamais véritablement évoqué. On instrumentalise le regard des victimes. Donc on instrumentalise des enfants. Donc ce que fait le film, c'est presque aussi dégueulasse que ce que peuvent faire des pédophiles. C'est-à-dire que c'est un film. Tu sais ce que j'ai entendu, pardonne-moi de t'avoir interrompu, mais j'ai entendu ici et là des gens dire qu'ils jouent vachement bien, les enfants. Et j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse de dire ça. C'est dégueulasse. Voilà. C'est un film. Quand ils prennent la pause au début dans la scène de danse, ou quand ils hurlent parce qu'ils ont peur. Non, mais de toute façon, le plan que tu nous as montré, Samir, ça fait état de ce que je dis là à la minute. Je le montre de nouveau, mais tu peux continuer à parler. Vas-y, je t'en prie. Ce plan-là est d'une dégueulasserie sans nom. C'est-à-dire qu'on instrumentalise les enfants pour faire passer quelque chose. Donc c'est presque de la pédophilie aussi, ou du trafic d'enfants. C'est du trafic. C'est du trafic, en quelque sorte. Parce que la mise en scène va se servir de l'enfant pour faire passer une idée. Voilà, pour faire passer... C'est un tract. C'est même pas un film qui cherche à dialoguer, c'est un tract. Le film, t'es soit contre lui, soit avec lui. Il n'y a pas de nuance, c'est pas possible. C'est ça. Il y a pas de... En fait, et c'est pour ça qu'il y a cet emballement médiatique derrière. Parce que le film est construit de telle manière à ce que le public soit avec le film. Il n'y a pas possibilité de remettre en question la mise en scène. Parce que bon, les arguments pour défendre la mise en scène, moi j'ai entendu, c'est bien réalisé, c'est divertissant, c'est pas un film chiant. Ok, on s'en fout un peu de ça, en fait. Moi j'ai parlé d'un film véritablement subversif, qui ne parle pas de la pédophilie, qui parle aussi du trafic d'êtres humains. C'est Soleil Vert. Et pourquoi est-ce que Soleil Vert, c'est exceptionnel ? Parce que Richard Fleischer a l'intelligence de montrer la structure qui met en place le trafic, donc c'est-à-dire qu'on a bien 30 minutes à la fin, qui montre le procédé dictatorial, le procédé qui détruit les êtres humains, qui les instrumentalise, qui en fait de la viande. Ce que ne fait pas le film. Le film ne s'intéresse absolument pas aux structures. Il y a juste quelques séquences comme ça. Il y a une séquence où on les voit, les trafiquants en train de prendre en photo les enfants, voilà. Mais c'est une parenthèse. Mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas vouloir prendre le temps d'écrire et de filmer les structures, donc les étapes? En fait, je pense que c'est aussi c'est à l'image de ce que le film véhicule, c'est-à-dire il ne faut plus penser, il ne faut plus réfléchir, il ne faut plus prendre le temps. Voilà, il ne faut plus prendre le temps de prendre un fait, de voir est-ce qu'il est réel ou pas, et de réfléchir, d'aller chercher ses origines, d'essayer de comprendre, de prendre les tenants, les aboutissants, le champ, le contre-champ. Non, c'est fini. C'est frontal. Le gouvernement américain ne veut pas aider Jim Caviezel. Alors Jim Caviezel va le faire tout seul. Donc ça dit aussi quelque chose par rapport à
cette espèce d'anarchie, fausse anarchie. C'est un film qui ne pense pas, mais surtout, c'est un film qui fait l'apologie de la non-réflexion. Il ne faut plus réfléchir. Il ne faut plus prendre le temps de réfléchir. Il faut donner des avis. Il faut en fait se baser sur l'émotion, la sensation. Mais il ne faut pas prendre le temps de réfléchir. Ça, par contre, c'est très inquiétant. Et c'est exactement pour ça que tout à l'heure, j'ai fait le rapprochement entre le fait que ce que fait le film, il fait exactement ce qu'il dénonce en fait. Parce que la fameuse séquence où on voit les trafiquants en train de les prendre en photo les enfants, bah, le plan que tu nous as montré est vraiment dans cette idée d'esthétiser l'enfant, de faire de l'enfant un objet idéologique. Et ça, c'est dégueulasse parce que l'enfant ne peut rien dire. On rappelle, et je ne voulais pas au final le citer parce que la pensée ne venait pas de moi, mais ça m'avait semblé aussi assez flagrant quand je l'ai vu parce qu'on l'avait dit un peu avant. On rappelle que, alors bon, là je dis ça, mais ça a dépassé les frontières des États-Unis, puisqu'en France, on a des personnes qui tiennent exactement ce discours-là, qui se sont fait avoir par cette espèce de marketing un peu crasseux. Mais on rappelle que ce pays qui, du coup, dit qu'il faut absolument dénoncer la sexualisation des enfants et cet esclavagisme-là, et celui qui dénonce des films qui le font. Je pense à Mignonne de Maïmouna Doucouré, qui va faire des séances de danse très gênantes avec des jeunes filles pour montrer à quel point c'est gênant, à quel point c'est horrible, à quel point on ne doit pas laisser faire ce genre de choses. Et les États-Unis, qu'est-ce qu'ils disent? Oh mon Dieu, regardez, elle fait un film sur des filles qui dansent, elle n'a donc pas honte. Et après, ils font Sound of Freedom. Et ils trouvent ça fantastique. Il y a quand même, la non-réflexion, c'est exactement ça. Il prendrait le temps 2 secondes de se poser, de se dire que veut dire le film, que veut dire l'autre. Il verrait. Mais on ne cherche pas à voir. Sound of Freedom, donc, je pense que vous avez un aperçu de ce que nous pensons du film. Il est sorti le 15 novembre. Il est encore disponible. Il est disponible par tous les moyens, et peu importe, c'est pas grave, le plus important c'est de voir des films. Et là aussi, n'hésitez pas à nous donner de ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Voilà, on va clôturer ce 4e épisode. Le 5e est en chantier d'ici 2-3 semaines, si tout se passe bien. En tout cas, je reprends exactement les choses. Nous avons parlé donc de Simple comme Sylvain, le dernier film, le 3e et dernier film de Monia Chokri, qui est sorti le 8 novembre. Il y avait aussi The Killer, qu'on peut retrouver sur Netflix, le 12e film de David Fincher. Lune froide, une ressortie, une reprise, un film qui date de 91, un film français de Patrick Bouchité avec Patrick Bouchité et Steve Dain et plein d'autres acteurs aussi. Il y avait Xavier Saint-Macary, je crois, à qui le film est dédié, qui était aussi un comédien. Voilà, bref. Et le dernier, Andro, Sound of Freedom, qui est sorti depuis le 15 novembre. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Béa. Merci beaucoup, Thierry. Merci au chat de Béa et de Thierry aussi, parce qu'on vous a vu. On vous a vu. En tout cas, c'était un plaisir de vous vivre. Voilà, et puis à très vite, comme on dit. Merci à vous 3. Salut. Merci à toi.